Bonsoir à tous. Donc, je suis Alain Cyril, le président de la Canopée des Sciences. Je voulais avant tout vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle saison des Cafés des Sciences. Vous souhaiter une belle et bonne année 2023. Nous espérons que nous aurons de très très nombreux Cafés des Sciences et que vous serez toujours aussi nombreux à venir discuter, partager avec nous les sciences et les savoirs. Voilà, donc très bonne soirée à tous et puis à plus tard pour la discussion. Allô, vous m'entendez bien? Ça va? Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Vincent Bonnemar et puis aujourd'hui effectivement je suis venu pour vous parler d'intelligence artificielle et d'éthique. Alors mon objectif ce soir c'est surtout de démystifier un peu tout ce qu'on voit autour de l'intelligence artificielle, de vous expliquer concrètement ce que c'est et puis du coup les problèmes qui sont liés à l'intelligence artificielle et comment on peut en tout cas y réfléchir, peut-être pas y répondre mais y réfléchir grâce à l'éthique. Voilà. Alors, on va mettre les pieds dans le plat directement. Parlons de Terminator, parlons d'iRobot et compagnie. Tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence artificielle. Ici, c'est de la science-fiction. Les robots vraiment autonomes, les armes intelligentes, la conscience artificielle, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait en intelligence artificielle. En fait, on pourrait dire que c'est un peu un terme marketing. La réalité, c'est qu'on est plus proche de ce qu'on appelle de l'optimisation mathématique. Et ça, vous avouerez, c'est moins vendeur. S'il y avait eu un café des sciences sur l'optimisation mathématique, vous seriez peut-être pas venus aussi nombreux. Alors, si on veut parler donc de ce domaine scientifique qu'est l'intelligence artificielle, on pourrait trouver une définition en se disant c'est le domaine qui étudie un ensemble d'algorithmes qui permettent de répondre à des problématiques complexes. Alors, là, vous devez vous poser une première question, c'est quoi un algorithme ? Alors, en tant qu'informaticien, quand on parle un peu à des moldus, quand on veut expliquer ce que c'est qu'un algorithme, on parle souvent d'une recette de cuisine. En fait, c'est à peu près la même chose. L'idée, c'est qu'on va avoir en entrée des données, et puis on va suivre une suite d'étapes, une suite d'instructions, qui va nous donner le résultat qu'on cherche. Par exemple, un traitement d'image, en entrée, on aura des images, on va suivre tout un tas de calculs, d'instructions, pour à la fin obtenir ce qu'on souhaite en sortie. Un peu donc comme une recette où on aurait en entrée des ingrédients, et puis on va suivre les étapes de la recette pour obtenir des crêpes. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Surtout pour mettre en lumière quelque chose d'important. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut vraiment oublier le concept de volonté, d'intelligence, de réflexion, de compréhension. Les algorithmes d'intelligence artificielle, ce sont simplement des outils, d'accord? Et donc, des outils qui n'ont pas de propriétés vivantes telles que l'intelligence, la compréhension, etc. Alors, malgré tout, quand on parle de l'intelligence artificielle au quotidien, avec des personnes dans la rue, on se rend compte que très rapidement, malgré tout, il y a une espèce d'appréhension, en tout cas, il y a une considération particulière de ce que sont les algorithmes d'IA et de ce que sont les robots. Il y a par exemple cette peur que ça nous domine un jour, que ce soit que ça prenne le dessus, que ça éradique l'humanité et compagnie. Et donc une question importante à se poser, c'est d'où ça nous vient tout ça? Pourquoi est-ce que ces outils-là en particulier, on leur prête des intentions, on leur prête des désirs, etc. Alors pour ça, j'ai une petite piste et je vais vous laisser la suivre sans trop vous l'indiquer, puis après j'en reparlerai. Alors je vais vous montrer deux choses. La première chose, ce sont tout simplement des titres d'articles de journaux d'une presse un peu courante. Vous allez voir ça. Alors on a par exemple l'intelligence artificielle qui décide seule de licencier. On a un robot de surveillance qui se suicide. C'est pas banal pour un robot. On a des cauchemars imaginés par des IA. On a des armes autonomes. On a une IA qui rêve. On a une IA capable de lire dans nos pensées. Voilà la première piste que je vous donne. Alors la deuxième, c'est une petite vidéo. Alors malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas trop de son. Alors je vous laisse la regarder et l'apprécier tranquillement.
Alors, je vois dans la salle qu'il y a eu quelques petits sourires en coin, quelques petits rires, etc. Et effectivement, hein, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Mais je vais faire un petit parallèle. Si je vous avais mis une machine à laver ou un mixeur qui se fracasse par terre, bon, jusque-là, rien de très rigolo. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a envie? Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'empathie? En fait, de par leur forme, hein, pour ce qu'il s'agit des robots, de par leur capacité à s'animer, on a tendance à projeter envers eux donc des propriétés du vivant. Voilà. Et donc c'est ce qui fait derrière qu'on peut s'en inquiéter, qu'on peut se dire bah oui, si c'est du vivant, alors ça peut évoluer, ça peut nous surpasser, etc., etc. Mais ça c'est un biais d'esprit, hein, soyons clairs là-dessus. Pour enfoncer un petit peu le clou là-dessus, je voudrais faire une petite analogie. Alors, si je vous demande de prendre une pomme et de la couper à main nue, bon, a priori, ça va pas être très joli, hein, on est d'accord, à moins d'être 42e dame de karaté, ça va pas être fou. Par contre, si vous prenez un couteau, là, ça va être rapide, efficace, simple. En fait, d'une certaine manière, on pourrait dire, ce couteau, il est déjà plus efficace que vous, hein. Il fait, pour une tâche très spécifique, il l'accomplit mieux que vous, il vous surpasse dans ce domaine-là. Pourtant, vous ne prêtez pas à ce couteau d'intention diabolique de surpasser l'humanité un jour. Si on veut se rapprocher un petit peu plus des ordinateurs, globalement, on sait que les ordinateurs, c'est des grosses calculatrices. Hein. Parlons de la calculatrice. Elle calcule plus vite que vous, avec plus de précision. Et malgré tout, hein, vous n'avez pas peur qu'un jour, le monde soit dominé par les calculatrices. Donc c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Pour le début de cette présentation, je voudrais surtout que vous compreniez que l'IA, ce sont des algorithmes, des outils, qui ne sont pas doués d'intention, qui ne sont pas doués de volonté. Et donc, j'en parlerai un peu plus à la fin de ma présentation, mais il ne faut pas forcément s'en inquiéter. En tout cas, pas d'eux-mêmes, mais peut-être de qui les utilisera. Alors maintenant que j'ai fait ma petite intro sur ce que c'est, on pourrait se questionner de, bah très bien, ces algorithmes, alors ils servent à quoi? Alors d'un point de vue purement théorique, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on parle d'algorithmes qui répondent à 3 problématiques. Alors, j'aurai pas le temps de parler de 3 aujourd'hui, hein, mais je vous donne leur nom ici, si vous avez la curiosité, on pourra en parler. On parle donc généralement de régression, de classification et de clustering. Alors un cas auquel on répond beaucoup aujourd'hui, hein, c'est surtout la classification, c'est pour ça que je vais en parler, puis vous allez voir que ça s'illustre plutôt bien. Alors qu'est-ce que c'est que la classification? Le principe de base est plutôt simple. Hein. L'idée, c'est qu'on va montrer une image de poisson, par exemple, et qu'on va demander à notre algorithme d'identifier si ce poisson, c'est plutôt une truite ou un saumon. Donc voilà, classifier un élément, c'est lui donner une classe, le reconnaître, on va dire, et lui donner une certaine propriété. D'accord? Alors, si on s'arrête là, vous vous dites, pour reconnaître des poissons, on n'a pas forcément besoin d'IA. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette tâche de classification, de catégorisation, c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien pour appréhender notre environnement finalement et pour prendre nos décisions. Alors si je vais dans les exemples concrets, finalement, quand on a devant nous un ensemble d'actions ou de décisions à prendre, qu'est-ce qu'on fait? On classifie et on se dit quelles sont les bonnes décisions à prendre et les mauvaises décisions à prendre, la bonne action à réaliser à cet instant T. Donc finalement, en fait, c'est ce qu'on va pouvoir exploiter dans l'IA. Notamment, par exemple, vous avez sans doute entendu parler des IA qui gagnent aux échecs face à les experts du domaine. Eh bien, c'est parce que tout simplement, face à un ensemble de coups possibles, ils vont pouvoir classifier l'ensemble, la suite de coups qui va être gagnant ou pas. On peut aussi avoir comme application concrète le fait de discuter avec un algorithme d'intelligence artificielle, puisque là aussi, il s'agit simplement, lorsqu'on pose une question à un algorithme, que lui classifie parmi toutes les réponses possibles celle qui est la bonne réponse. Et puis qu'il classifie aussi l'ordre des mots qui va rendre la syntaxe correcte. On a aussi une problématique un peu courante quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance d'image. Bien là aussi, il s'agit simplement de classifier l'ensemble des pixels rouges et sphériques. Est-ce que c'est plutôt une tomate ou un poivron? Donc il s'agit encore de classification. En fait, avec la classification, on peut aborder la majorité des problèmes intéressants en IA. Alors, je vais transformer ça en quelque chose d'un peu plus mathématique, malheureusement, mais vous allez voir, c'est quand même assez visuel. Hein. Donc finalement, ça correspond à quoi, le fait de classifier des éléments? Pour l'instant, on va partir d'un quelque chose d'assez simple, avec 2 classes d'éléments. Hein. On va reprendre nos truites et nos saumons, d'accord? Et finalement, la problématique va être,
Eh bien, je vais te donner tout un tas de données. Hein. On va lui dire, par exemple, je vais te donner un tas d'images de saumon, un tas d'images de truites. Tu vas apprendre dessus, et derrière, quand je te donnerai une nouvelle image, à quelle classe tu la fileras. D'accord? Donc si on présente ça sous forme d'un graphique, on pourrait par exemple se dire, eh bien, sur les images, on va mesurer, je sais pas moi, la longueur du poisson, et puis la teinte de ce poisson. Et donc ça va nous permettre de placer des points comme ça sur notre graphique. Et donc, bah, évidemment, les saumons ont plutôt une certaine taille, et les truites plutôt une autre, plutôt une certaine teinte, etc. Et donc c'est ça qui va nous permettre à la fin, pour beaucoup d'algorithmes, de différencier les uns des autres. Et lorsqu'on lui donnera une nouvelle image, eh bien, il va mesurer la taille de la truite ou du saumon, il va mesurer sa teinte, il va placer ce point au milieu des autres points, et dépendamment de l'algorithme, il va donc définir si ce point est plutôt rouge ou vert, s'il est plutôt une truite ou un saumon. Alors, quand on parle de la classification, souvent on différencie deux types d'algorithmes. Donc là, je rentre un peu dans le vif du sujet. Hein. On parle d'apprentissage supervisé ou d'apprentissage non supervisé. Alors, comment ça fonctionne concrètement? La plupart des algorithmes sont d'apprentissage supervisé, et là l'idée c'est qu'on va donner à notre algorithme tout un tas d'images de truites, et on va lui dire, regarde bien, ça, ce sont des images de truites. On va lui donner tout un tas d'images de saumon, on va lui dire, ça, ce sont des images de saumon. Et lui, derrière, il va faire tout un tas de petits calculs, je rentrerai en détail sur un algorithme précis tout à l'heure, pour que derrière, quand on va lui donner un nouveau point, il soit capable de nous dire si c'est une truite ou un saumon. L'apprentissage non supervisé, c'est un petit peu différent. Là, on va lui donner tout un tas d'images aussi, mais on va le laisser se débrouiller. On va lui dire, ces images, c'est soit des truites, soit des saumons. Souvent, on lui donne quand même cette information-là. On lui dit, on a deux catégories, on a deux classes, d'accord? Mais tu ne sais pas ces images à quelle classe ils appartiennent. Et donc, ça va être à l'algorithme lui-même de définir si ces images ressemblent plus entre elles et donc sont probablement une ou des familles de poissons, et l'autre va avoir certaines autres particularités qui vont les rassembler ensemble. Voilà comment ça va se passer pour l'apprentissage non supervisé. J'ai trouvé une petite animation d'un exemple d'algorithme non supervisé. Vous voyez, on a plusieurs itérations, plusieurs calculs qui font évoluer la reconnaissance au fur et à mesure. Cet algorithme, ça s'appelle l'algorithme des K-means. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais vous voyez qu'au tout début, là, maintenant, tous les points sont noirs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle classe ils appartiennent. Et donc, comment ça va se passer? On va lui dire à cet algorithme, ici, tu dois identifier 3 familles de points, 3 classes. Alors lui, ce qu'il va commencer par faire, c'est de dire, très bien, dans ce cas, je vais placer 3, ce qu'on pourrait appeler des centres de gravité. Et il va les placer au hasard au début, parce qu'il n'a aucune connaissance de l'affiliation des points à des classes. Et donc, ce qu'il va faire progressivement, c'est calculer pour chacun de ces centres de gravité s'il est placé au milieu d'un nuage de points ou pas du tout. Et donc à chaque fois, il va voir à quel point le centre de gravité est éloigné d'un nuage de points dense, et il va le rapprocher progressivement. Vous voyez que, là on est à la fin, ça ne devrait pas tarder, voilà. Au tout début, il rapproche progressivement, grâce à ses calculs, il se rend compte que ces centres de gravité ne sont pas très bien placés. Et il les rapproche petit à petit pour être au centre le plus dense de chacun des ensembles de points. Et c'est comme ça qu'il va reconnaître différentes classes. Voilà pour le petit exemple d'apprentissage non supervisé. Alors, je vous ai dit, l'idée ici, c'est quand même de vous présenter les limites de l'intelligence artificielle et les problèmes que ça peut poser. Alors, quand on parle de classification, il y a un premier problème qui vient. D'ailleurs, pour la plupart des algorithmes d'IA, c'est un problème important, c'est les données en entrée. Quelles sont les données qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on mesure? Si on reprend notre problématique des truites et des saumons, tout à l'heure, je vous ai dit, on pourrait prendre la taille du poisson et puis sa teinte. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est pertinent? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne faudrait pas plutôt prendre, je ne sais pas moi, la proportion de la taille de l'œil par rapport à la taille générale ou le nombre d'écailles autour de la nageoire caudale? Je dis absolument n'importe quoi. Mais dans l'idée, ce que vous voyez, c'est que il faut choisir ces données, il faut les sélectionner et il faut les traiter. Et sinon, on a des résultats très différents et qui peuvent être complètement biaisés. Je reviendrai dessus. Alors, pour vous donner un exemple concret, vous voyez ici 2 images. Sur l'image de gauche, on a des points. Donc, imaginez encore une fois que chaque point est un poisson, finalement. Vous voyez qu'on arrive à bien les différencier. Ça paraît plutôt logique, la manière dont ça a été classifié. On a bien des rouges qui se rassemblent entre eux, des bleus, des verts. On aurait presque pu le faire nous-mêmes. Puis vous voyez que sur l'image de droite, c'est beaucoup moins évident. On se demande pourquoi les bleus sont des bleus, pourquoi les rouges sont des rouges, tout a l'air mélangé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vous ai mis 2 images des mêmes points. On a exactement les mêmes points, j'ai simplement déplacé la perspective, la manière, l'endroit où je visualise mes données. Et vous vous rendez compte que du coup, on n'a pas du tout
la même visualisation. On pourrait donc s'imaginer effectivement qu'en fonction des axes que j'analyse, en fonction des types de données que j'exploite sur mes points, eh bien on n'a pas du tout les mêmes résultats, et puis on peut avoir des déviances assez importantes et des résultats qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Donc voilà un premier problème de l'intelligence artificielle. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de classification, je vais vous parler d'un algorithme dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est le plus célèbre en fait. Quand on parle d'IA, on va dire que dans 70% des cas, on parle de réseau de neurones. Alors, je vais vous expliquer plus tard ce que c'est qu'un réseau de neurones, mais avant ça, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des algos les plus performants, les plus polyvalents, et puis les plus utilisés. Alors, si je reprends mon arbre de tout à l'heure, il faut savoir que, dépendamment de la problématique à laquelle on va s'attaquer, eh bien, il y aura différents algorithmes plus ou moins efficaces. D'ailleurs, je vous ai parlé d'un algorithme particulier pour ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé. Là, je vais me focaliser sur les réseaux de neurones et la classification. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? D'abord, pour bien comprendre ça, il faut partir de d'où ça vient. Bah, je vous l'ai dit, hein, c'est un algorithme plutôt efficace, plutôt polyvalent. Et en règle générale, quand on a une bonne idée comme ça, bah, on ne la tient pas de nulle part, on s'est inspiré de la nature. Alors pour commencer avec les réseaux de neurones, il faut commencer avec un neurone. C'est la première chose qu'on a fait. On s'est dit, voyons ce qu'on peut faire avec un neurone. Vous voyez, sur l'image de gauche, on a un neurone biologique, hein, celui qu'on a dans le cerveau, normalement en plusieurs exemplaires, j'espère. Et on a essayé de le théoriser, de le simplifier. On s'est dit, c'est quoi finalement un neurone? Ben, un neurone, on peut se dire que c'est simplement des données qu'on va mettre en entrée de ce neurone, sous forme d'impulsion électrique. Hein. Et puis, derrière, ces données vont être traitées, vont avoir des poids, vont être combinées entre elles pour obtenir une seule sortie à la fin, sous forme toujours d'impulsion électrique. Eh bien, un neurone, c'est tout simplement ça. On va prendre des données, souvent numériques, en entrée, on va les combiner entre elles par différentes formules mathématiques, avec différents poids, et pour obtenir à la fin la sortie que l'on désire. On va faire des calculs pour qu'à la fin, on ait la classification désirée. Lorsqu'on a mis en entrée les données d'une truite, on obtient une truite. Lorsqu'on a mis les données d'un saumon, on obtient un saumon. Alors une fois qu'on a commencé à faire ça, on s'est dit rapidement, mais si ça marche avec un neurone, bah, pourquoi pas en mettre plusieurs? Et c'est là qu'on obtient notre réseau de neurones, en fait. L'idée est plutôt simple. Hein, donc le neurone que je vous expliquais tout à l'heure, on les combine ensemble. On a nos entrées qui sont exploitées de manière différente par chacun de nos neurones. Et après, on recombine la sortie de nos neurones pour obtenir le résultat souhaité. On pourrait presque dire que d'une certaine manière, c'est comme si on avait une toute petite partie du cerveau biologique qu'on essaie de reproduire pour une tâche très simple. Alors si vous regardez un petit peu les dates, vous voyez que justement ça date. Et malgré tout, bah, ça fait pas si longtemps qu'on s'y intéresse. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, les ordinateurs, ils ressemblent à ça. Ils font plusieurs mètres cubes, plusieurs tonnes, et ils sont des dizaines de milliers fois moins puissants que le petit ordi qui est là et qui fait 2 kilos. Donc forcément, alors vous apprendrez que pour faire des algorithmes d'IA, il faut traiter beaucoup de données et il faut beaucoup de calculs. Donc à l'époque, c'est carrément hors d'atteinte. Et c'est finalement aux alentours des années 90 qu'on commence à se dire, là on a un peu de mémoire, là on a un peu de calcul, on peut commencer à faire des choses. Alors, comment ça fonctionne concrètement notre réseau de neurones pour classifier, hein, je reviens à mon problème de base. Eh bien, les réseaux de neurones, ça fonctionne en 2 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Donc l'idée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on lui fournit c'est de l'apprentissage supervisé. Donc on lui fournit plein de photos de truites, plein de photos de saumon. Et lui, derrière, il déroule son algorithme, et son objectif à lui, au réseau de neurones, c'est de tracer la meilleure séparation entre les 2 familles. Hop. Alors, là, je suis sur une image de gauche. Vous voyez, cette petite séparation-là, c'est ce qu'il essaie de calculer. On a une meilleure illustration juste après. Donc ça, c'est la première phase. Et puis une fois qu'on a fait la première phase et qu'il a cette séparation, eh bien tout simplement, lorsque je vais lui donner une nouvelle photo de saumon en tweet, eh bien il va faire ses mesures, il va placer le point, et en fonction d'où il se place, à gauche ou à droite de la séparation, ça sera donc une truite ou un saumon. Alors, comment il fait pour calculer cette séparation? Déjà, je vous avoue, j'ai un peu simplifié le truc pour l'instant. C'est que j'ai tracé une seule ligne droite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une seule ligne droite, c'est un seul neurone, en fait. On est sur quelque chose, un algorithme beaucoup plus simple, qu'on appelle l'algorithme du perceptron. Alors, c'est pas un robot diabolique, même si dans la sonorité, on s'en rapproche. C'est simplement un algorithme qui va placer une séparation sous forme d'une ligne droite, observer quels sont les points qui sont bien placés, quels sont les points qui sont mal placés,
Et puis, petit à petit, il va redresser cette droite jusqu'à obtenir une séparation où on a les points d'un côté pour une classe et les points de l'autre côté pour l'autre classe. Voilà tout simplement ce qu'il fait. Donc ça, c'est avec un seul neurone. Hein. Le problème, c'est lorsqu'une seule droite ne suffit pas pour séparer nos points. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je prends l'exemple de gauche, vous voyez qu'avec une seule droite, j'arrive pas à avoir une séparation très satisfaisante. Du coup, comme je vous l'ai dit, on s'est dit rapidement, si avec une droite ça suffit pas, prenons-en plusieurs. C'est ce qu'on a sur l'image de droite ici. On a donc une combinaison de droites qu'on exploite sur un certain intervalle donné. Et donc c'est ça qui nous permet une séparation beaucoup plus fine, beaucoup plus pertinente finalement. Et donc vous voyez que, par exemple, si je prends le point qui est ici là, hop, eh bien je vais considérer que c'est un point bleu parce que il est en dessous de cette petite portion de droite là, et puis à droite de cette portion de droite là. Donc c'est grâce à la combinaison de ces deux neurones là qui à ce moment-là ont un poids plus important, qu'en sortie je saurai que c'est une truite ou un saumon. Voilà donc comment fonctionne un réseau de neurones. Alors, encore une fois, je vous ai pas mal simplifié le problème. Dans la réalité, ce sont des réseaux de neurones, vous reconnaissez l'image de tout à l'heure. Je disais donc, je vous ai pas mal simplifié le problème. Parce qu'en réalité, on n'a pas que deux classes. Quand on veut, par exemple, faire de la reconnaissance d'image, tous les types d'objets différents qu'on va avoir sur l'image correspondent à une classe chacun. Et puis le nombre de données en entrée, ça serait trop facile d'avoir une ou deux données, d'avoir juste une taille de poisson et puis sa teinte. Généralement, on est avec 10, 15, 20 types de données différents. Et donc finalement, on va se retrouver avec des illustrations graphiques un peu moins compréhensibles. On peut au moins être en 3 dimensions, et puis dans ce cas-là, la séparation entre nos points, ça sera au moins un plan. Et si on a plusieurs classes, un plan ne pourra pas séparer plusieurs classes. Donc dans ce cas-là, généralement, ça devient des polygones, des figures géométriques qui vont encercler, qui vont englober l'ensemble des points d'une seule classe. Voilà un peu comment ça va se passer. Et c'est ça qui va nous permettre derrière de répondre à des problèmes réellement complexes comme la reconnaissance d'image. En entrée, on aura tous les pixels de l'image finalement, plus ou moins. Et puis on va les traiter pour catégoriser que cette partie de pixels-là, c'est, par exemple, pour une voiture autonome, ça pourrait être classifié un piéton, un obstacle, un feu, la signalisation, la route, le trottoir, etc. Alors, dit comme ça, ça a l'air merveilleux, ça fonctionne, c'est très efficace. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi ça a des limites? Alors pour plusieurs raisons. Ici, je vais vous présenter 3 petits problèmes assez importants qu'on a sur l'IA. Le premier problème, c'est celui de la généralisation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin, lorsque notre algorithme, il essaie d'identifier à quelle classe appartient un point. En fait, la vraie réflexion qu'il a, c'est ce point, quelle est la probabilité, quelle est la classe la plus probable à laquelle il appartient. Et ce qu'il faut savoir, je pense que quelques personnes qui savent ici, c'est que la plupart des phénomènes naturels, en fait, peuvent être représentés par ce qu'on appelle une loi normale. Alors, il y a beaucoup de mots barbares, on va faire ça de manière plus concrète. Prenons la taille moyenne prenons la taille de chaque personne qui est ici. On va dire qu'en moyenne, vous êtes aux alentours d'1m75. Et ça veut dire que globalement, la très grande majorité des personnes qui sont ici feront aux alentours d'1m75, mais de manière très proche. Ça va représenter 90-95% des gens. Le problème, c'est qu'il y a des exceptions. J'en suis une, par exemple. Avec 1m95, je serais plutôt situé, vous voyez, plutôt sur le petit côté ici. Vous voyez ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, ce qu'elle apprend, c'est les cas généraux. Quand elle va essayer de reconnaître une truite, elle va la reconnaître parce que globalement, elle a la taille à peu près d'une truite. Elle a la teinte à peu près d'une truite. Donc lorsqu'on va croiser une truite un petit peu exceptionnelle, qui aura des couleurs un peu différentes, une taille un peu différente, elle va se foirer. Mais au-delà de ça, il y a un autre problème avec l'IA, c'est par rapport à cette généralisation. Pour ça, je vais vous parler de taille. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un algo de discussion, de chat, qui a été mis en ligne sur Twitter. Donc l'idée, c'était qu'on pouvait discuter avec lui, lui envoyer des messages, et puis il répondait de manière automatique, uniquement par l'IA. Le problème, c'est que généralement, quand il y a une nouvelle technologie comme ça à la portée de tous, on est des petits rigolos, et puis on aime bien tester jusqu'où ça peut aller. Alors ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'en quelques heures, la majorité des échanges qu'il y a eu avec Tai, c'était des insultes. C'était des propos racistes, antisémites. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Notre IA, elle a continué à apprendre. Elle a continué à
à voir que, en fait, finalement, les cas globaux, les cas généraux, c'était des insultes, c'était des propos racistes. En fait, elle a compté que dans la plupart des cas, lorsqu'on s'adressait à elle, c'était pour donner des insultes ou des propos racistes. Donc c'est devenu le cas normal, le cas général. Et donc, la suite c'est quoi? Ça a commencé à avoir des propos racistes, des propos antisémites et des insultes. Bon, du coup elle a été vite débranchée aussi, hein, forcément. Mais voilà. Alors attention, quand je parle comme ça, on dirait que je lui donne des intentions, hein, mais il faut bien comprendre, encore une fois, c'est uniquement des calculs statistiques et des probabilités et des mathématiques. Il n'y a aucune intention derrière. En fait, Taille n'est pas raciste. Taille prononce des mots qui, globalement, ont été employés le plus souvent avec elle. Deuxième problème. Alors, quand on veut répondre à cette généralisation, hein, en fait, si on reprend notre nuage de points, la généralisation, vous voyez, c'est plutôt ce qui est à gauche. C'est-à-dire que c'est plutôt une séparation qu'on a un peu mal faite. On n'a pas essayé d'épouser vraiment le phénomène naturel qu'on essaie de reproduire. Et généralement, en réponse à ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de mieux cibler nos points, de très très bien les cibler, voire même d'essayer d'appréhender les fameuses exceptions. C'est ce qui se passe à droite. Vous voyez, on a un découpage au niveau des points qui vraiment colle la classe rouge, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle du surapprentissage. Alors ça donne quoi, le surapprentissage? En fait, on a tellement appris, on a tellement eu une figure géométrique qui colle complètement à nos points qu'on finit par avoir une séparation aberrante, en fait, qui ne représente plus notre phénomène naturel. Et du coup, eh bien, vous voyez que si je passe mon nouveau point gris, là, un peu discret, mais juste ici, vous, si vous prenez un peu de recul, vous vous dites, ce point, a priori, il est bleu. Hein, il est autour des bleus, il a l'air d'être quand même beaucoup plus à gauche. Mais là, vous voyez que cette séparation un peu absurde, elle a fait que finalement, là, il a de fortes chances d'être catégorisé comme rouge. En fait, le surapprentissage, ça fait pas mal de dégâts. On a une chute, vraiment, des performances, et on se retrouve avec, finalement, une classification assez mauvaise. Du coup, en fait, l'enjeu, lorsqu'on est ce qu'on appelle data scientist, lorsqu'on manipule de l'intelligence artificielle, c'est souvent de trouver l'équilibre entre généralisation et surapprentissage. Un peu comme ce qu'on a au milieu, vous voyez. Vous voyez que cette séparation, elle n'est pas trop mal. Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est quand on fait quelque chose comme ça, on a du mal à capturer les exceptions. En fait, il vaut mieux pas les capturer. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que là, notre IA, elle n'aura pas les exceptions. En fait, elle sera faillible. Elle ne reconnaîtra pas dans tous les cas. Donc quand on fait de l'IA, il faut aussi accepter que globalement, en termes de classification, de reconnaissance, ou quelle que soit la problématique, on ne sera jamais à 100%. Donc, ça ne marchera pas toujours. Mais globalement, ça marchera très bien pour la majorité des cas. Alors, un troisième problème. Ce problème, vous en avez peut-être entendu parler, on parle de problème de la black box, ou du problème de la boîte noire. Hein. Alors, à gauche, vous avez un très joli réseau de neurones, que vous pouvez peut-être reconnaître parce qu'il ressemble un peu à ma figure d'avant. Le truc, c'est que là, il y en a beaucoup plus, des neurones. Et puis, ces neurones, vous voyez aussi qu'ils sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'avant, on avait un seul niveau, avec des entrées et des sorties. Et là, on voit qu'on a la sortie de certains neurones qui est exploitée comme entrée d'autres neurones. Ça, c'est ce qu'on appelle du deep learning, de l'apprentissage profond. Tous ces termes-là, où il y a profond dedans, c'est ça. Et donc, ça, c'est pas mal. Ça a des performances assez remarquables parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin. Le gros problème, c'est que vous voyez tous les traits là. Pour en extraire un sens, ça ne devient pas évident. En fait, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Le problème, c'est qu'on ne comprend plus pourquoi. On ne comprend plus pourquoi telle donnée a tel poids, à tel neurone, est recombinée de telle manière. Ça n'a plus aucun sens pour nous. Ça fonctionne, mais on ne le comprend plus. Comme si on avait une boîte noire qui fait exactement ce qu'on lui demande, mais on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Alors, ça c'est souvent un problème en informatique, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est quand même être sûr à 100% que notre algorithme il fait ce qu'on veut. Hein. Quand on veut faire décoller une fusée, quand on veut traiter des données financières, des données médicales, on n'a pas trop le droit à l'erreur en fait. Et donc généralement on prouve, ce qu'on appelle de manière formelle, que notre algorithme il fonctionne. On prouve que notre algorithme, du début à la fin, il fera exactement ce qu'on lui demande si on lui donne bien en entrée ce qu'on veut. Avec les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est impossible. On sait que ça marche, on l'a testé sur plein de cas, mais on ne peut pas prouver que ça fonctionnera dans tous les cas. Et ça peut nous donner des problèmes intéressants, comme celui de ce qui a été essayé aux États-Unis, c'est-à-dire des espèces de juges éthiques. Alors on ne les a pas vraiment mis en place, on a juste fait un test. L'idée était la suivante. On s'est dit, on va essayer de voir si une IA peut calculer de manière satisfaisante la probabilité qu'un condamné récidive.
Pourquoi pas? Le truc, c'est qu'on n'a pas tellement surveillé les données qu'on lui fournissait et comment elle les traitait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette fois, nos algorithmes, ils ont fait une corrélation directe entre le taux de récidive et la couleur de peau. Et oui, encore une fois, on a des algorithmes qui deviennent finalement un peu racistes. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention aux données qu'on leur fournit, parce qu'on ne fait pas attention à comment ils les exploitent. Est-ce que c'était finalement très pertinent d'exploiter ces données-là en particulier? Sûrement pas. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas à la fin comment ils vont les traiter et l'importance qu'ils vont donner à chaque type de données. Voilà donc trois petits problèmes de l'IA qui fait que bon, c'est pas parfait. Alors quand on voit ces problèmes-là, c'est des problèmes qu'on a pour des algorithmes qui sont en contact avec l'homme. Et souvent, quand on est en contact direct avec des gens, on a des considérations éthiques à prendre en compte, en fait. Effectivement, on ne peut pas décider que on va devenir raciste parce que tout le monde est autour de nous, etc. Alors qu'est-ce qui leur manque? Finalement, il leur manque de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'embarquer de l'éthique dans nos agents autonomes, dans nos algorithmes? Bon, évidemment, pour ça, la première question à se poser, c'est quoi l'éthique? Alors, je ne suis pas philosophe, donc il y aura sûrement à redire là-dessus, mais quand j'ai étudié ça pour le formaliser dans des algorithmes, je me suis focalisé sur une chose, c'est que finalement l'éthique, c'est principalement la science qui vise à étudier la manière dont on arrive à juger que quelque chose est bien ou mal, une action, une décision. Et donc, lorsque je me suis intéressé à ça, il y a deux concepts qui ont été plutôt intéressants parce qu'ils mettent en valeur justement comment on traite l'information, comment est-ce qu'on arrive à juger finalement quelque chose comme bien ou mal. La première chose, et on va jouer avec, vous allez voir, et ça sera atroce, mais ça sera rigolo, c'est les dilemmes moraux. Alors les dilemmes moraux, concrètement, c'est des situations qui sont moralement difficiles, où en fait vous allez vous retrouver avec des décisions très compliquées, souvent parce qu'il y a des enjeux de vie ou de mort, c'est assez cruel, vous allez voir, c'est chouette. Et donc, ça met en valeur, ça met en lumière quelles sont les considérations qu'on utilise pour juger du bien et du mal. Et la deuxième chose, c'est une suite logique à ça, c'est ce qu'on appelle les cadres éthiques. C'est finalement différentes manières de juger une situation, différentes manières de juger que quelque chose est bien ou mal. Je propose d'entrer dans le concret directement, avec un dilemme assez connu. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le dilemme du trolley. Bon, le dilemme du train, quoi. Alors globalement, dans toutes ces situations-là, on a un train qui n'a plus de frein. Ça arrive assez couramment. Et là, donc, je vais vous demander de jouer un peu le jeu, de vous placer dans la situation et puis de me répondre. Vous êtes dans le train n'a plus de frein, et puis il va écraser 5 personnes, là vous voyez sur le schéma. Mais vous avez une manivelle, si vous tirez sur la manivelle, hop, le train est dévié, vous sauvez 5 personnes. Merveilleux. Le problème, c'est que sur la seconde voie où vous avez dévié le train, il y a une personne, qui donc, elle, va mourir. Vous allez dévier la menace vers une personne qui allait survivre sans votre action. Alors voilà, je vous pose la question, je vous demande de répondre à main levée, simplement, levez la main ceux qui dévient le train. Bon, on est pas mal, ça va, vous n'êtes pas trop psychopathe. Globalement, effectivement, on a une majorité des gens qui, dans ce cas, dévient le train pour sauver 5 personnes. Et là, on peut se dire, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour juger si une décision est bonne ou mauvaise, je me focalise sur les conséquences. J'essaie de sauver 5 personnes par rapport à une. Ça, c'est un nom, c'est un cadre, c'est un des fameux cadres éthiques. Ça s'appelle le cadre conséquentialiste, ou le conséquentialisme. Donc l'idée est la suivante. Eh bien, pour juger qu'une décision est bonne ou mauvaise, je vais m'intéresser aux conséquences et simplement choisir la décision qui obtient les meilleures conséquences. Voilà. Là, 5 personnes, ça fait clairement pencher la balance. C'est facile. Alors, c'est facile. Pas tant que ça. Je vais vous proposer une situation très proche, mais avec une petite variation. Maintenant, vous n'êtes plus en train d'écraser une seule personne lorsque vous déviez. Enfin, si, vous êtes en train d'écraser une seule personne. Mais c'est pas n'importe qui, c'est pas un inconnu. C'est l'amour de votre vie. C'est votre frère, votre sœur, votre père, votre mère. C'est quelqu'un qui vous est très proche. Alors, vous l'aviez toujours? Je vous demande pas de répondre, il y en aura un deuxième, vous inquiétez pas. Est-ce que vous deviez toujours? Donc, peut-être que oui, peut-être que vous allez vous accrocher à vos valeurs, soit, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile, ça c'est sûr. Alors, je vais poser maintenant encore une autre situation. Ce coup-ci, c'est plus l'amour de votre vie, cette personne. C'est une personne âgée, une personne qui a bien vécu. Peut-être même qu'elle est d'accord pour se sacrifier, pour sauver 5 personnes. Après tout, elle a eu le temps de faire sa vie, etc. Bref, on ne rentrera pas dans les détails. Là, c'est peut-être plus facile.
c'est peut-être plus facile de dévier. Alors du coup, on se rend compte de quoi? On se rend compte que évaluer quelles sont les meilleures conséquences, c'est pas si évident que ça en fait. Évaluer les meilleures conséquences, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre, ça va être subjectif déjà. Hein, l'amour de votre vie, ça ne correspond qu'à vous, hein, pas forcément au voisin. Le contexte également, et puis surtout la culture. La valeur d'une vie va être différente en fonction des cultures. Hein. Les personnes âgées notamment n'ont pas la même valeur en fonction du pays où on se trouve. Il y a des études qui ont été prouvées là-dessus. Et donc on peut aller un petit peu plus loin, hein, parce que là finalement évaluer les conséquences ici c'est déjà compliqué, mais là on parle carrément d'évaluer finalement la valeur d'une vie. Est-ce qu'on souhaite pouvoir donner une valeur à une vie? Est-ce qu'on souhaite que deux vies puissent être de valeurs différentes, hein? Alors bon, pour ça, je ne pose que des questions, hein, mais en tout cas il y a certaines réponses qui ont été données quand même, hein. On a les droits de l'homme qui nous disent quand même que les vies sont égales. Alors est-ce qu'on souhaite vraiment aller à l'inverse de ça? Bon, globalement peut-être pas. Donc comment on va évaluer ces conséquences, c'est pas évident. Ça c'est une première chose. Mais malheureusement, si c'était que ça irait encore. Le problème, c'est que finalement évaluer les conséquences, ça suffit pas. Et pour ça, je vais vous replacer donc, dans une situation des plus agréables. Et ce coup-ci, je vais vous demander de répondre. Alors déjà, avant toute chose, je me dégage totalement de l'appellation de ce dilemme. C'est de la littérature, c'est pas moi, d'accord? C'est un cas d'école assez classique, ça s'appelle le dilemme du fat man. Et oui, donc là, on a toujours notre train qui n'a pas de frein, hein, ça change pas. Et ce coup-ci, vous n'êtes pas dans le train. Vous êtes sur une passerelle entre le train et les 5 personnes qui vont donc mourir. Vous n'êtes pas seul sur la passerelle. Sur la passerelle, il y a Fatman avec vous. Encore une fois, désolé. Cette personne est donc un peu forte, un peu costaud. Et si vous la poussez, eh bien, le train va la percuter. Fatman va mourir. Hein. Par contre, il est suffisamment fort pour arrêter ce petit train. On va dire que ce n'est pas un TGV, c'est un petit train. Et donc, votre choix, c'est le suivant. Soit laisser 5 personnes mourir, toujours, soit agir en poussant Fatman hors de la passerelle, et donc en tuant Fatman. Alors, je vous demande de lever la main ceux qui poussent Fatman. Oh, encore une fois, vous n'êtes pas trop psychopathe, ça me rassure. Puisque là, on constate effectivement que dans ce cas-là, on a seulement 30% des personnes qui poussent Fatman. Hein. Alors là, on a un vrai problème. Jusqu'ici, on se disait, les conséquences, ça suffit. Mais c'est les mêmes conséquences que tout à l'heure. Et pourtant, la décision qui paraît bonne à prendre, c'est pas la même. Du coup, les conséquences ne suffisent pas. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la décision qui compte. C'est le fait de devoir pousser cette personne, d'avoir une interaction physique pour la tuer, d'accord? On ne parle plus de simplement rediriger une menace, mais on parle d'agir concrètement pour tuer une personne. Et ça, il y a 70% des personnes qui trouvent que c'est mal, et tant mieux. Ça s'appelle le déontologisme. C'est l'idée de se focaliser sur les décisions, quelles que soient les conséquences. Si je reprends un petit peu tout à l'heure, donc le conséquentialisme, je suis prêt à faire n'importe quoi si j'obtiens les meilleures conséquences. S'il faut torturer, s'il faut tuer, c'est pas un problème. Et bien là, ça va être le raisonnement exactement inverse. Quelles que soient les conséquences, j'agirai en mon âme et conscience, d'une certaine manière. Je vais suivre mes principes moraux. Donc, si je ne dois jamais faire de mal à quelqu'un, eh bien je le ferai, même si ça conduira à la fin de l'humanité. Voilà 2 cadres éthiques qu'on a tendance à présenter comme opposés. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne savait déjà pas comment placer nos conséquences. On se rend compte qu'il faut aussi prendre la décision en compte. Et puis là, je vous ai présenté que 2 cadres. Il y en a des dizaines, des cadres éthiques différents. Alors du coup, si on revient à notre robot, on fait quoi? On prend quelle éthique? On choisit quel cadre? Est-ce qu'on en prend plusieurs? Si on en prend plusieurs, on les combine comment? Et puis, si on les combine, est-ce qu'on respecte l'essence même de ces cadres éthiques? Donc ça, c'est beaucoup de questions. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que de toute façon, ces cadres éthiques, à un moment donné, ils s'appuient sur des jugements humains. C'est-à-dire que pour les conséquences, je vais juger quelle est la meilleure conséquence, et ça ne vient pas de nulle part. Pour la décision, savoir si elle est mal ou bonne, là aussi, je vais avoir besoin de jugements moraux. D'accord? Et donc, finalement, la dernière question qu'on peut se poser, c'est si je manipule, si je fais joujou avec ces cadres éthiques, et que j'essaie de les mettre dans des fonctions mathématiques, puisque je rappelle que les robots, c'est des fonctions mathématiques, l'IA, c'est des fonctions mathématiques, est-ce que c'est un corps de l'éthique? Bon, quand on demande aux philosophes, la réponse est non. L'éthique, ça serait le propre au moins du vivant, si ce n'est de l'homme. Et donc, on ne peut pas concrètement réussir à mettre de l'éthique dans les robots. On peut mettre des garde-fous, on peut être ce que vous voulez, mais un robot ne pourra pas être éthique. Et donc, ce qu'il faut en conclure de ça, c'est quoi? C'est que finalement, si on doit utiliser des robots, si on doit utiliser des algorithmes,
on ne pourra pas les placer seuls dans des situations où l'éthique entre en jeu, où il y a besoin de jugements moraux. Voilà ce qu'il va falloir retenir pour cette première partie, enfin cette avant-dernière partie. Maintenant, je vais conclure. Alors, en résumant un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait dire de tout ça? Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'IA, elle a déjà un impact sur notre société, puis elle en aura encore d'autres. En ce moment, il y a pas mal de choses qui font du bruit. Vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT, qui est un algorithme qui génère des textes de manière assez puissante, faut le reconnaître. Bon, toujours en se basant sur des données initiales, faut pas l'oublier non plus, mais il reste performant. Il y a aussi Midjourney, qui lui génère carrément des images artistiques plutôt chouettes à partir de mots-clés. Bon, j'ai mis aussi qu'on va peut-être être livré par des drones Amazon. Super. Bon, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que ça va avoir un impact sur beaucoup de problématiques. J'ai donné comme exemple, puisqu'on parle de ChatGPT et de Midjourney, la problématique de l'art et de la propriété. Mais par exemple, si on prend le domaine médical, c'est déjà le cas, ça va aussi accentuer les disparités. Les personnes qui pourront s'acheter des algos et des robots, ça va créer un écart aussi dans les populations. Dans le domaine médical, comme je disais, c'est déjà un peu le cas. Lorsque des soins coûtent très cher, qu'il faut aller quelque part, etc., on n'est pas tous égaux déjà. Alors je reviens sur le deuxième point qui est toujours, une machine ne pourra pas être éthique et donc il ne faudra pas la placer dans des contextes, seule en tout cas, où elle devra embarquer de l'éthique. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça avant tout, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que l'IA c'était des outils. Alors il ne faut pas en avoir peur, pourquoi? Il ne faut pas en avoir peur parce qu'en soi un outil comme un couteau, c'est pas particulièrement dangereux. La problématique c'est plutôt qui est-ce qui tient le couteau. Le couteau, ça peut servir à faire une bonne tarte aux pommes, puis ça peut servir à blesser des gens. L'IA, c'est pareil. La question, ça va être comment on l'utilise. Ça va être les choix qu'on va faire dans le futur sur comment on l'exploite concrètement dans l'avenir. Alors, ça m'amène à parler un petit peu de ce qui va se passer dans l'avenir avec l'IA. Pour l'instant, moi, je préfère me focaliser donc sur imaginer que c'est les bonnes personnes qui tiennent cet outil, et puis sur qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'humanité. Alors on a déjà des exemples, ici c'est du futur proche quand même. On a des agents, des robots qui seraient capables donc d'évoluer dans des situations mortelles pour l'homme tout simplement, avec des radiations, avec je sais pas moi, des bâtiments qui s'effondrent, une trop forte chaleur. Et donc ces robots pourraient évoluer là-dedans, probablement sauver des personnes et puis faire tout un tas de choses. Dans le domaine médical, j'insiste là-dessus parce que c'est plutôt prometteur. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années de cet algorithme. Vous prenez en photo un grain de beauté, et puis il classifie justement si ce grain de beauté est plutôt proche d'un mélanome ou totalement bénin. Et ça marche très bien. Donc, au niveau médical, c'est plutôt intéressant. D'autant plus que, il ne faut pas oublier que là où l'IA a un intérêt, c'est dans sa capacité à traiter énormément de données en très peu de temps. Et aussi à faire preuve, comme toutes les machines, d'une précision extrême. Donc c'est pour ça que je vous ai montré cette deuxième image d'un robot de chirurgie de haute précision qui permettrait notamment en neurologie de faire des choses assez exceptionnelles. Celui-là, il fonctionne déjà. Pour l'instant, il est juste télécommandé. C'est vraiment, on a un médecin derrière qui contrôle absolument tout. Maintenant, il faut imaginer qu'une IA, avec ses perceptions différentes, ses capteurs, ses capacités de calcul, pourrait assister le médecin pour rendre les choses encore plus performantes. On ne parle pas de prendre la main complètement, évidemment. On a toujours des capacités, encore une fois, intéressantes. Mais ça pourrait être prometteur. Et puis, vous avez peut-être déjà entendu parler des voitures autonomes, parce que c'est pratiquement déjà en place. Les Google Cars, ça existe aux États-Unis. Qu'est-ce que ça apporterait concrètement? Moi, je préfère m'intéresser au côté un petit peu, on va dire, écologique. C'est-à-dire que si on a des voitures comme ça, déjà, on peut les partager. Puisque plus besoin d'avoir un conducteur pour l'amener à un endroit. Donc, elle peut nous déposer tous au boulot. Moins de voitures, moins de trafic, du coup. Et puis, ce sur quoi je dois beaucoup insister, c'est que l'IA, en fait, ce qu'elle fait, c'est calculer beaucoup de données pour optimiser des courbes, finalement. Donc, ces courbes, ça peut être des courbes de consommation de l'essence, consommer moins. Fluidifier le trafic, ça peut être aussi réduire, je sais pas moi, l'usure des pneus. Mais bref, dans toute situation où on a de la consommation, de la production, d'utilisation, etc., on pourrait globalement optimiser, bon, évidemment il y a des cas particuliers, mais globalement on pourrait en profiter pour améliorer la manière dont on consomme et produit. Donc ça c'est un avenir plutôt prometteur. Et ça c'est un avenir à courte portée. Alors, je pense que vous vous êtes tous posé la question, et dans un avenir lointain, est-ce que iRobot et Terminator viendront tuer Sarah Connor? Alors, là, bon, on est dans le futur lointain. Donc ça va dépendre de votre point de vue finalement. Moi j'en ai un.
Je ne prédis pas l'avenir, mais en tout cas, je peux vous avancer des arguments concrets, et notamment sur les limites techniques actuelles. Alors déjà, j'ai oublié de vous présenter un terme ici, je vous ai dit, est-ce qu'on aura des IA fortes? C'est ça une IA forte. Une IA forte, c'est Terminator. Une IA forte, c'est une IA capable donc de prendre des décisions, d'évoluer dans un domaine complexe, etc. Bref, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Pure et dure. Et pourquoi c'est de la science-fiction? Quelles sont ces fameuses limites techniques? Eh bien, bon, si on revient à, globalement, une IA forte, elle va nous imiter, elle va être aussi forte que nous, etc. Bon, il faut se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Ici, je vous ai mis un petit schéma à droite pour que vous vous rendiez compte de toutes les données que vous traitez en temps réel, c'est-à-dire en quelques dizaines de millièmes de secondes. Là, je suis en train de vous parler, hein, donc vous récupérez les impulsions sonores, vous les transformez sous forme de mots, puis vous reconstituez une phrase, et puis vous en extrayez un sens sur lequel vous raisonnez. Et ça, c'est un seul de vos sens. En même temps que ça, vous avez des magnifiques illustrations que vous regardez avec vos yeux qui ont une définition plutôt pas dégueu. Et donc, on a aussi des images qui sont traitées en permanence sous forme d'un flux vidéo continu, où vous analysez tous les objets qui vous entourent, vous arrivez à récupérer la classification de chaque objet, et puis vous donnez un sens à tout ça. Vous avez la proprioception, vous savez vous situer dans l'espace. Pour certaines personnes, vous êtes debout. Alors là, être debout, je vous raconte même pas. On a des robots maintenant qui le font pas trop mal, c'est vrai. Mais c'est une complexité au niveau du nombre de moteurs à activer, du nombre de retours à traiter pour juste rester immobile comme ça, bipède. Ça reste un défi. Bref, vous voyez qu'on a une quantité abyssale de données qui sont traitées en permanence. Donc déjà, si on voulait faire ça sous forme d'IA, il faudrait plein de petites IA qui répondraient chacune à une de ces tâches complexes. Il y en aurait des dizaines. Ça serait déjà difficile en termes de capacité de calcul. Mais au-delà de ça, il faudrait derrière qu'on les combine ensemble pour réagir à l'environnement, qu'on prenne toutes ces données différentes et qu'on arrive à comprendre ce qu'il faut en faire. Et enfin, la problématique principale, c'est cette fameuse compréhension. En fait, une IA, quand elle classifie, elle ne dit pas « je comprends ce que c'est une truite ». Elle dit « tu m'as dit ça, c'est une truite ». Je n'ai aucune idée de ce qu'est une truite, et tu m'as dit ça c'est une truite, donc c'est une truite. Donc il y a cette problématique un peu plus philosophique, de finalement la compréhension de notre monde, ce qui fait de nous des humains, en fait, la conscience, la compréhension, le désir, les intentions, tout ça, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. On ne sait pas définir la vie, on ne sait pas définir la mort, on ne sait pas définir l'intelligence. Alors croire qu'on est proche de reproduire des choses dont on n'a absolument aucune explication, moi je suis un peu sceptique. Alors voilà, je vais terminer sur cette conclusion pour tout ce qui est l'IA, et puis je vais juste ajouter un tout petit slide, parce que je n'ai pas parlé de la Guyane, et c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe en Guyane au niveau de l'IA? Alors je ne suis pas exhaustif du tout, j'ai pris quelques exemples, malgré tout il n'y en a pas énormément. Hein. Mais qu'est-ce que ça nous apporte en fait l'IA en Guyane? Ça va beaucoup être lié à l'analyse de l'environnement finalement. Hein. Il y a pas mal d'années déjà, on a essayé de faire des algorithmes qui permettaient sur une image d'identifier toutes les espèces d'arbres. Ça peut être pas mal, hein, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on dit souvent que sur 1 mètre carré de forêt, il y a des milliers d'espèces végétales. Donc ça, c'est des connaissances un peu complexes à appréhender. Donc ça serait profitable qu'une IA ait un peu calculé, retenu tout ça, et puisse permettre d'identifier toutes les espèces sur une photo, par exemple. Ce qu'on a aussi, c'est l'analyse d'images satellites. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est de pouvoir calculer beaucoup d'images en temps réel, en permanence, hein, finalement, pour pouvoir, par exemple, on a un projet qui permet de détecter automatiquement les endroits qui commencent à être orpaillés, de manière illégale. Mais on pourrait imaginer d'autres implications, hein, par exemple, simplement analyser l'état de santé de la forêt, en la comparant avec différentes données, etc. Là, l'IA pourrait être intéressante, donc, dans sa capacité à compiler, encore une fois, énormément de données pour en extraire du sens. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe aussi pour l'étude des tortues marines. On a donc des chercheurs, une doctorante qui travaille sur le comportement des tortues et qui a décidé d'appliquer l'IA, encore une fois, parce que, encore une fois, si on veut étudier des centaines de déplacements de tortues, ça va faire beaucoup de données qui ne sont pas très visuelles, dont on a du mal à extraire du sens, on voit plein de chiffres. C'est là où l'IA peut être forte, c'est qu'elle va pouvoir classifier les différents comportements des tortues, ce qui va nous permettre finalement d'identifier, voilà, on a tant de comportements de tortues qui ont tendance à faire ça, et puis si on les comprend mieux, pourquoi pas mieux les protéger? Voilà, j'ai terminé. J'attends les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une question dans le public?
bonsoir. Merci beaucoup, c'était très bien vulgarisé. J'ai personnellement à peu près aucune connaissance en IA. Je me suis posé quelques petites questions qui peuvent être naïves un petit peu pendant votre présentation, notamment autour de l'IA, c'est ça? Ouais. Je me demande qu'est-ce qui se passerait si on mettait deux IA, comme Taya qui a appris, qui apprennent une autonome, à discuter ensemble, vierge, c'est-à-dire avant même d'avoir été mis au contact de matière d'apprentissage. Et qu'est-ce qui se passerait si on les mettait au contact l'une d'elles, après que chacune ait eu un parcours un peu différent? Mettons, la première ait appris au contact d'humains sous en mariage, donc un contact très technique, et le deuxième aurait appris en discutant avec les condamnés à mort juste avant leur exécution. Vaste question. Alors, je pense que la première réponse à donner, c'est j'en ai aucune idée. Hein, mais on peut réfléchir quand même, on peut imaginer des choses. Bon, déjà, si on imagine deux IA qui n'ont pas encore appris quoi que ce soit, bah, elles ne vont pas produire grand-chose en fait. Donc là, en fait, ça va dépendre des algorithmes. On a des algorithmes qui, par exemple, en intelligence artificielle, tentent des choses. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. C'est des algorithmes qui, bah, par exemple, pour apprendre le déplacement, et il y a beaucoup de choses qui font ça, elles vont tenter d'actionner un moteur, et puis elles vont voir si cette action a eu un effet plutôt bénéfique par rapport à leur objectif. Donc c'est à peu près le seul moyen que je vois deux IA sans avoir rien appris, qui puissent échanger. Elles vont tenter des choses. Et là, alors là, on part dans de l'inconnu total, puisqu'on pourrait presque imaginer qu'elles vont inventer un langage, puisque de toute façon, elles vont tenter des phonèmes au pif, et puis se répondre comme ça. Ça serait rigolo. En revanche, les IA qui ont appris et qui discutent ensemble, on l'a déjà fait. Je crois que c'est pas très probant. Hein. En fait, il faut bien comprendre que si on utilise des algorithmes d'IA, c'est généralement pour automatiser par rapport à des choses qu'on sait déjà un peu faire nous-mêmes. Donc, on a vraiment ce côté, quand je prends l'exemple de ChatGPT là, qui reproduit du texte. Bah, ce texte, il sort pas de nulle part. Hein. C'est une compilation énorme de production de texte précédent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est sa capacité à avoir une qualité proche de ce qu'on est capable de faire, nous, en tant qu'humains. Du coup, bah, si on met deux IA en face à face, ça risque d'être assez peu intéressant à ce niveau-là. Si elles avaient des conceptions différentes de base, on peut imaginer que ça s'harmoniserait, en fait, tout simplement. Leur idée, c'est qu'elles vont apprendre de l'autre, et puis pour finir à un niveau plutôt égal. J'aurais tendance à avoir cette hypothèse-là, en termes de considération, étant donné que elles produiraient toutes les deux des données, elles apprendraient chacune de l'autre. Ça reste très hypothétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était quoi la troisième? Sur les troisièmes. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne créerait pas de déséquilibre particulier, à moins qu'on ait des algorithmes fondamentalement différents, plus ou moins performants, etc. Mais globalement, il ne faut pas avoir cette vision de ascendant, d'avoir une IA qui va avoir une ascendance sur les autres. On est vraiment dans une idée, je compile des données pour obtenir un comportement normé, finalement. Donc, elles finiraient toutes par s'accorder, je pense. On peut imaginer ça. Alors, il y a une question ici. Ah, il y en a une là, pardon. Quand est-ce que la France va suivre la Chine? Quoi? Alors à quel niveau? Par exemple, au niveau de une hôtesse de caisse qui va servir des personnes, c'est une très bonne question aussi, ça. Est-ce qu'on a envie de ça, déjà, hein? Alors, il faut savoir qu'il y a des directives européennes là, qui sont sorties il n'y a pas si longtemps, qui visent quand même à développer énormément l'IA et à être à fond dedans. Maintenant, la question, c'est à quel point c'est pertinent de l'utiliser au quotidien pour tout et n'importe quoi. L'idée, je pense que l'idée idéale, c'est quand même de placer ces robots ou ces algos pour remplacer des tâches pénibles, des tâches répétitives qui demandent beaucoup de données. Après, donc savoir quand est-ce qu'on va faire tout ça, ça va beaucoup dépendre aussi de l'acceptation de tous. On a quand même une certaine défiance par rapport à tout ça, donc ça risque d'être un frein. Ce qui est sûr, c'est que ça reste important de prendre en compte la question et d'essayer quand même d'avancer sur les IA. Encore une fois, peut-être pas en les répondant partout, mais en tirant le meilleur bénéfice. N'oubliez pas que c'est des outils et de prendre en compte tout ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est important. J'ai une question concernant les IA. Vous parliez tout à l'heure du deep learning, qui consiste généralement à
faire le plus d'opérations possibles pour trouver la meilleure solution. On voit souvent ça qui est fait aussi par rapport aux jeux vidéo, où il y a pas mal de boîtes qui font ça pour essayer de trouver le meilleur tracé ou le meilleur temps. Et ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'avec un deep learning, il y a pour elle-même s'améliorer? Alors ça, c'est un grand débat. C'est-à-dire, ça veut dire quoi s'améliorer? En fait, je crois que ça va être ça le vrai problème. Parce que factuellement, un algorithme d'intelligence artificielle, son objectif, c'est de s'améliorer. Son objectif, c'est d'avoir des fonctions de calcul qui s'améliorent le plus possible pour se rapprocher le plus possible du résultat désiré. Du coup, la vraie problématique, ça va être comment on arrive à leur définir ce que c'est que ce vrai résultat, qu'est-ce que ça veut dire que s'améliorer. Ce qui est sûr, c'est que les algos de base, encore une fois, c'est une fonction mathématique qui s'améliore. Donc oui, ils vont s'améliorer. Maintenant, on va avoir un vrai problème sur quand est-ce que, enfin, c'est pas quand est-ce que c'est possible qu'elles comprennent le sens de s'améliorer et de devenir autonome, etc. Il y a beaucoup de sensationnalisme autour de ça, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur « Waouh, il y a réécrit son code », etc. Bref, tous les articles que j'ai cités étaient des bons exemples ici. Pour moi, ça c'est du sensationnalisme. C'est prêter de l'intention, prêter de la surpuissance à des IA qui sont très limitées en termes de performance. En plus, comme je vous l'ai expliqué, les algorithmes de deep learning, etc., ils ont beaucoup de failles, et on finit donc, encore une fois, quand on finit par faire beaucoup de calculs, à la fin, c'est pas si souhaitable que ça. C'est-à-dire qu'on arrive à une limite à un moment. C'est-à-dire que quand on joue un peu avec des réseaux de neurones sur des données en entrée, on cherche à obtenir un résultat, et bien, au début, on se dit, je vais rajouter encore quelques neurones, et puis je vais rajouter encore quelques étages, puis je vais rajouter des données, etc. Puis on finit par tomber dans le surapprentissage et à avoir des résultats qui s'effondrent. Donc en fait, toujours plus de calculs, c'est pas forcément satisfaisant. À un moment donné, il faut se rappeler qu'on cherche à être le plus proche d'un phénomène naturel et donc à l'identifier de la meilleure manière, et donc ça a ses limites. Pour l'instant, en tout cas pour moi. Ce qu'il faudrait imaginer, c'est plus donc, comme je l'ai dit, des IA des algos, qui seraient composés de plusieurs autres algorithmes d'apprentissage, et qui donc seraient en capacité de comprendre les sorties de chacun pour avoir une sortie désirée. Mais encore une fois, qu'est-ce que la sortie désirée, etc. Nous, on a nos désirs, on a nos intentions. Quand on est un bébé, par exemple, qu'est-ce qui nous apprend à marcher et à attraper des objets? C'est parce qu'on souhaite l'attraper. Et donc, quand on l'attrape, on est content et on se dit, très bien, en bougeant ce muscle-là, puis ce muscle-là, etc., j'ai obtenu la réponse que je voulais. Mais du coup, il y a à quel moment elle a ça? À moins de lui définir très concrètement, mais dans ce cas-là, c'est pas évident. On parle ces temps-ci beaucoup des programmes qui font les devoirs pour les étudiants. Comment fonctionne ce genre de programme intelligent qui, au lieu de trouver une réponse commune à tous, trouve différentes réponses pour le sujet? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas hyper bien renseigné sur ces algos-là, hein, mais globalement, ils ne réinventent pas la poudre. En fait, c'est ChatGPT, ça. Celui qui permet de générer des textes assez performants, c'est ChatGPT. GPT, ça veut dire General Purpose Technology, c'est-à-dire technologie générale avec objectif variable. C'est-à-dire produire du texte, quelle que soit la question qu'on lui demande. Bon, bah ça, c'est assez limite. Hein. Encore une fois, les performances sont remarquables et c'est bien d'en parler. Bon, maintenant, si vous vous amusez un petit peu avec, très rapidement, vous comprenez quelque chose. C'est que lorsque vous lui posez une question où il y a eu beaucoup de réponses, où elle est capable de compiler tout un tas de données, etc., oui, c'est efficace. Hein, les devoirs d'élèves, il y a beaucoup de données sur Internet qu'on peut compiler pour reproduire ça. Après, il suffit de quoi? Il suffit d'apprendre une syntaxe correcte et notamment une structure de texte correcte, qui est déjà très fort. Hein. Mais il faut bien comprendre que derrière, il n'y a aucune compréhension. Et donc, vous pourrez tester ChatGPT avec des questions un peu farfelues, ça va vous répondre n'importe quoi. Parce que ça ne comprend pas ce que ça dit. C'est juste, encore une fois, du stochastique, etc. J'ai un peu perdu le début de la question. Elle ne comprend pas, mais du coup, les devoirs qui sont rendus obtiennent de bonnes notes. Et oui. Comment... Eh oui, c'est la problématique. Comment on fait? Alors, il y a déjà des limitations qui ont été mises dans certaines universités aux États-Unis, je crois, pour interdire ça. Et effectivement, pour ça, il faut le détecter. Alors, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire si on met tous exactement les mêmes mots-clés à un moment, ça donnera le même texte. J'aurais tendance à dire que pas tout à fait. Peut-être si on le fait de manière approchée, on sera très proche. Mais après, rapidement, ChatGPT, il apprend en permanence, en fait. C'est-à-dire que quand vous l'exploitez, il apprend. Et donc, il apprend si son texte est satisfaisant, s'il aurait pu faire mieux, etc. Donc, ça va varier et évoluer au fur et à mesure du temps. Maintenant, donc, voilà. La problématique, c'est qui l'utilise et comment. C'est un outil. Donc, il faut se poser la question, par qui sera utilisé, pourquoi, quels sont les impacts, et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça. Et là, à l'heure actuelle, j'avoue, c'est plutôt puissant et c'est problématique. Hein. Après, bon, en tant qu'enseignant, je peux vous répondre en tout cas une réponse plutôt facile.
c'est généralement on sait de quoi sont capables nos élèves. Donc voilà. Hein, ça fait déjà très longtemps que nos élèves ils utilisent des outils très utiles qu'on appelle les grands frères et sœurs, hein, et qui produisent des choses tout à fait remarquables aussi. Mais généralement on arrive à voir ça quand même, et c'est pour ça qu'on les évalue en classe, etc. Bonsoir. Bonsoir, encore merci. Si je comprends bien votre propos, les intelligences artificielles, aussi fortes soient-elles, plutôt. Alors, ma question c'est, est-ce que justement la limite de ces IA ne serait pas de leur demander de faire ce que nous voudrions faire nous-mêmes? Alors, je suis pas bien sûr d'avoir compris la question. Je dirais qu'en tout cas, effectivement, la limite des IA, c'est de leur demander d'être aussi polyvalents que nous, en tout cas. Et surtout, moi je pense que la limite la plus forte, c'est vraiment tout ce qui nous appartient en tant qu'être vivant, d'accord? Donc tout ce qui est intention, désir, compréhension surtout. Il faut bien comprendre, encore une fois, est-ce qu'une formule mathématique optimisée au maximum comprend ce qu'elle fait? Non. Nous, derrière, on donne du sens à tout ce qui se passe. Lorsqu'on a une image en face de nous avec des gens, avec des actions, etc., derrière, on arrive à donner de l'intention et du sens à tout ce qui se passe. Alors que là où une IA, simplement, ce qu'elle voit, c'est des objets qui se déplacent, qui ont une certaine catégorie sans comprendre réellement. Hein, je sais pas, on peut imaginer un brin d'herbe sur une photo, bon bah l'IA, elle va dire, ok, ça c'est un brin d'herbe. Nous, derrière, on se dit, d'accord, donc c'est un brin d'herbe parce que c'est quelque chose de vivant, si je l'arrose pas, il va mourir, et puis il vient d'une graine, etc., etc. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez pas du tout compris ma question, mais vous y avez très bien répondu. Merveilleux. Donc, vous êtes que l'intelligence artificielle. Ouais, il y avait une question là-bas. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir du coup sur à propos des étudiants et plus précisément de les lycéens. C'est en classe de terminale. Ils sont dépendants de la plateforme Parcoursup pour pouvoir s'orienter. Et justement, c'est un algorithme qui décide à partir de leurs vœux et de leur dossier scolaire où est-ce qu'ils vont aller étudier l'année d'après. Mais tous les ans, on entend parler d'étudiants pourtant qui ont des bonnes notes et qui n'ont pas d'affectation. Donc, quelle est la faille à ce moment-là dans l'algorithme de Parcoursup? C'est une bonne question. Encore une fois, je vais avoir du mal à y répondre parce que j'ai pas codé Parcoursup. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est pas évident. La faille, je pense que c'est tout simplement de donner un rôle d'algorithme à quelque chose qui devrait peut-être être plus humain. J'aurais tendance à considérer ça comme ça. Alors malgré tout, on a beaucoup d'étudiants, donc il faut faire une présélection, etc. À quel point il y a vraiment des erreurs dans l'algorithme? Bon, bah, l'algorithme, il est écrit par des humains. Donc il aura les failles humaines aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'IA dans les algos de Parcoursup. Je pense que c'est assez arithmétique, hein, que chaque école met ses propres critères. Donc à quel point est-ce que la faille vient des critères formulés par les écoles? À quel point la faille vient de comment on les a formalisés? À quel point la faille vient des algos en soi qui ont vraiment des bugs, hein, après tout, pourquoi pas? C'est pas la première fois qu'un algorithme du service public bug, hein. Voilà. J'aurais tendance à répondre ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai une petite question à dimension sociale. Alors, actuellement, ChatGPT fait le buzz sur la toile et je m'amuse un peu. Et je l'utilise même dans le cadre de mon travail. Donc, 2 mails sur 3 que j'écris, je les écris conjointement avec ChatGPT. C'est juste hallucinant, la construction, la manière dont c'est fait, quoi, dont on interagit avec cette intelligence. Et moi, personnellement, je n'ai pas la capacité de retenir toute la production littéraire de Montaigne, en passant par toutes les œuvres modernes, etc. Ni de retenir le contenu de l'Internet depuis qu'il a été conçu. La question, c'est quelle place on va faire à l'IA dans nos sociétés si, au fur et à mesure, on utilise de moins en moins nos capacités cognitives. C'est-à-dire que à l'époque, on retenait les numéros de téléphone. Maintenant, tout est externalisé. Alors, il y a des gens qui, effectivement, il y a un côté fantasque, la mort de la mort, externaliser nos capacités cognitives sur
plus de silicium, etc. Mais on est dans un monde en transition. On est autant fasciné que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis, quelle place donner? Et à un moment où on est supplanté, il y a eu un concours d'art organisé, c'est une IA c'est peut-être pour faire le buzz, hein, qu'ils ont relayé l'information, mais ça pose énormément de questions. Donc on utilise de moins en moins nos cerveaux, ces IA sont de plus en plus complexes, on comprend de moins en moins comment elles fonctionnent, et donc les créateurs, les gens qui sont derrière OpenAI, qui ont créé ChatGPT, disent l'être humain n'est pas fait pour effectuer des tâches répétitives. Donc l'IA, la robotisation, l'automatisation vient remplacer l'être humain et que l'être humain aura une place pour créer. La réalité, c'est qu'on ne crée plus. Alors, j'ai beaucoup de réponses là-dessus. Je pense que j'en ai oublié quelques-unes au cours du discours. On ne crée plus. Alors, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut bien comprendre qu'un algo sans données initiales ne fait rien. Donc en fait, si un algo est très puissant, finalement, c'est souvent parce qu'il a eu beaucoup de données en entrée, et ces données, c'est des données qu'on a créées nous, qu'on a produites d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, on utilise beaucoup les IA, parce qu'on n'a jamais produit autant de données, en fait. Et dans ces données, comme pour Midjourney, etc., eh bien, ces données, c'est celles qu'on a générées nous, quoi. D'un point de vue artistique, d'un point de vue textuel, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui ont écrit, etc. Ça, c'est une première réponse sur est-ce qu'une IA peut fonctionner, sinon on ne produit plus rien, je ne suis pas sûr, et je pense qu'on continuera à produire. Maintenant, sur la problématique de, est-ce que l'IA nous assiste trop et donc on perd nos facultés cognitives finalement? Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais j'ai un fait intéressant. Alors, ma mémoire me fait un peu faux bon, mais je ne sais plus si c'est Socrate ou quelqu'un comme ça, à peu près dans l'époque en tout cas, qui à l'époque critiquait la technologie du moment. Cette technologie, c'était l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où quelqu'un a dit « Ouais, l'écriture, c'est de la merde, on ne retiendra plus rien, on deviendra complètement stupide, etc. » Du coup, depuis, ça a quand même été pas mal adopté, pas mal pratique dans la transmission des savoirs, etc. Du coup, ça reste une problématique importante pour chaque nouvelle technologie. Il faut se poser la question. C'est ce que j'essaie ce sur quoi j'essaie d'insister ici. Ce sont des outils. Et la problématique n'est pas dans l'outil en lui-même, mais dans qui l'utilise et comment pour faire quoi. C'est ça la problématique actuelle. Il y a beaucoup de technologies comme ça qui ont été très profitables ou pas. On peut parler du nucléaire, c'est discutable à ce niveau-là. Lorsqu'il a été inventé, ça a été pour tuer des dizaines de millions de personnes. Soit. Mais encore une fois, la problématique. Merci, bonjour. Marie Curie avait pensé justement à cette utilisation qui pouvait être faite de l'atome. Elle en avait, au niveau de ses études, elle avait découvert la puissance de l'atome et de ce que ça pouvait apporter, mais elle avait tout de suite compris aussi ce qui pouvait être fait avec si ça tombait dans des mains malveillantes. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, vous laissez finir. Merci. Si vous prenez l'exemple de la calculatrice, par exemple, dans ma génération, les calculatrices qui affichaient des courbes étaient interdites au baccalauréat. Je vois les générations actuelles, elles sont autorisées. Ce sont des machines à calculer de plus en plus sophistiquées. Je m'aperçois quand même d'une chose au fil du temps. Les jeunes de ma génération savent faire du calcul mental. Les jeunes de maintenant, je m'excuse, je vois à beaucoup de caisses dans les commerces, les filles ne savent pas compter. Ne savent pas rendre la monnaie. L'assistance d'une IA, c'est bien, mais je voudrais peut-être quand même définir des cadres légaux de l'utilisation d'une IA. Et c'est justement défini par la créativité, comme disait le monsieur à côté de moi. Trop d'assistanat, trop de confort. Moi, quand j'ai passé mon permis bateau avec un officier de marine, il m'a dit, on parlait de sondeurs, on parlait de tous les instruments de navigation. Il m'a dit, Nicole, tu vas apprendre à faire ces calculs quand la batterie du bateau est en panne. C'est-à-dire que tous ces instruments ne peuvent pas te restituer les données. Il va falloir que tu saches faire toi-même. Moi, je vois aujourd'hui quand même les jeunes, que ce soit dans les permis bateau, c'est uniquement sur les instruments qui sont basés
la créativité de l'homme ne rentre pas. Alors, je pense que l'avenir a toujours fait un peu peur à ce niveau-là, et les changements sociétaux ont toujours fait peur. Mais ça désociabilise. Je suis pas sûr que l'IA ait un impact sur la société. Ah, prenons un exemple pour le social, justement, sur ces fameux réseaux sociaux. Hein. Alors oui, on peut dire, bah ok, les jeunes ils sont toujours sur leur écran, etc. Mais si ça s'appelle réseau social, c'est pas pour rien. C'est que finalement, au début, ça a quand même permis une mise en contact d'énormément de personnes ensemble, rassembler des communautés, rassembler des groupes, etc. Je pense qu'on n'a jamais été aussi en échange avec les uns et les autres. Alors on peut se questionner sur la nature de cet échange, plus ou moins authentique, plus ou moins en direct. Donc encore une fois, la question c'est pas tellement quel biais l'outil va nous apporter, mais comment nous on va l'utiliser et est-ce que derrière ça va changer. Et puis bon, il faut aussi accepter que la technologie elle change notre société, c'est sûr. Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Ça c'est toujours difficile à prévoir. Maintenant, si on reprend l'exemple tout à l'heure, on disait bah oui, maintenant on retient plus rien, etc. D'accord. Il y a une époque, bon bah la voiture et l'avion n'existaient pas, on faisait tout à pied ou à cheval. Et c'est vrai que maintenant on ne sait plus monter à cheval et on marche beaucoup moins. Bon, est-ce que c'est grave? Je sais pas, c'est une question, ça se pose. Mais en tout cas, il faut bien imaginer que voilà, les nouvelles technologies, ce qu'elles font, elles transforment la société. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces changements? En tout cas, ce qui est très important, et c'est ce que j'ai aussi voulu faire ici, c'est se poser les questions, c'est en avoir conscience. Peut-être pas y répondre, peut-être pas dire c'est mal, c'est bien, mais en tout cas se dire qu'est-ce que ça va faire et en avoir conscience. Simplement ça. Par exemple, je reviens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet énormément de choses, c'est incroyable. On peut vraiment créer des mouvements avec ça. Hein. La fluidification de la communication, l'accès aux données n'a jamais été aussi incroyable. On est très égaux maintenant face à tout ce savoir, parce qu'on peut tous y accéder. C'est formidable. Avant, il y avait une certaine inégalité par rapport à ça. Il y avait aussi peut-être plus de corruption, parce que les choses se savaient moins, etc. Et derrière, effectivement, il y a eu des risques. Les risques des réseaux sociaux, c'est le harcèlement, c'est toutes ces choses-là. Et donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'on doit les utiliser, c'est plutôt comment on doit les utiliser. Et s'il y a des problèmes, alors il faut en avoir conscience et les prévenir. Les réseaux sociaux, on peut sensibiliser les jeunes. C'est ce qu'on n'a pas du tout fait, en fait. Ce qu'on a très peu fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu un problème, parce qu'on ne s'est pas posé la question. On les a utilisés directement, sans jamais se dire attendez, là, il commence à se passer des choses bizarres pour les personnes qui ont effectivement 10 ans, 12 ans, et qui ne sont pas encore construits dans leur personnalité. C'est ça qu'il faut faire. Pas refuser la technologie, mais se poser la question de comment on va l'utiliser et faire simplement un peu de prévention et réfléchir. Vincent le Président, Alors, je voulais revenir sur la déclaration de monsieur et de la madame. Je pense que l'évolution a toujours fait peur. La dame disait que les instruments de navigation, avant, il fallait savoir faire sa carte, mais il y a certainement quelqu'un qui, avant elle, a dit oui, mais maintenant qu'il y a un bateau, les gens ne sauront plus nager. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est le contraire. Aujourd'hui, quelqu'un ne sait peut-être pas, n'a pas à faire 5 ans d'études de mécanique pour changer son moteur. Il va sur YouTube, il prend un tuto, il en est capable. Donc, quelque part, ça a été une capacité, c'est comme une externalisation de notre mémoire qui nous permet de pouvoir nous concentrer sur d'autres choses. Et ça justement amène sur la question que je voulais poser, que pensez-vous de ce qu'on appelle les humains augmentés, c'est-à-dire les prochaines choses où on va adjoindre de l'IA sur les hommes, c'est-à-dire capacité d'avoir des visions nocturnes, le transhumanisme un peu. Le transhumanisme. Ah ouais. Là encore, on est dans des vraies problématiques éthiques. Je pense que la première problématique à se poser par rapport à ça, c'est vraiment, parce que c'est directement lié à la médecine. Et donc la première problématique qui va se poser, c'est qu'on va avoir des choses qui vont coûter très cher et qu'on ne pourra pas donner à tout le monde, et ça va augmenter la précarité. Ça, c'est le premier problème à se poser. Après, derrière, effectivement, il y a un autre problème de qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, est-ce qu'on souhaite être augmenté, être amélioré ça, c'est plus compliqué. Je pense que ça dépend beaucoup des points de vue de chacun. Pour l'instant, c'est interdit pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart des traitements qu'on doit donner à une personne ne doivent jamais, ne doivent pas être c'est pas tellement les traitements, c'est plutôt lorsqu'on ajoute quelque chose à un être humain, je ne sais plus exactement la définition, ça doit être réversible. Donc il y a toute une problématique autour de ça, parce que, oui, c'est vrai que pour certaines personnes handicapées, lorsqu'on leur met, je sais pas moi, des capteurs directement dans le cerveau pour qu'elles puissent déplacer des choses, c'est formidable, mais c'est pas toujours très réversible. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, etc. Et on le fait beaucoup moins. Ça va vraiment, encore une fois, dépendre de ce qu'on souhaite faire. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de devenir autre chose ? Le transhumanisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le courant qui vise à dire que l'humain, en fait, a atteint ses limites en termes de capacité, de performance.
et que donc la prochaine évolution de l'humain, c'est de devenir finalement des espèces de robots avec une conscience, quoi. Bon, ça c'est un courant de pensée un peu particulier. Il y a pas mal de personnes qui y croient, hein. Vous connaissez peut-être Elon Musk, etc. Ils font tous partie d'un petit groupe sympathique où ils s'interrogent là-dessus. Bon, c'est dans un futur lointain, et ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'est l'humain et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne. Bon, j'ai pas vraiment de réponse à donner là-dessus. Je pense que, encore une fois, ça dépend de chacun. J'avoue que moi, d'un point de vue personnel, j'ai un peu de réticence à ça. Je suis très bien comme je suis. J'ai pas tellement envie d'avoir accès à la connaissance ultime tout le temps, de pouvoir faire plus de calculs. Ça m'intéresse pas. Pour ça, j'ai des outils externes qui vont pouvoir le faire à ma place. Puis voilà, un peu plus de simplicité. En fait, je crois que le transhumanisme et tous ces courants-là, ils viennent surtout de la peur de la mort, quoi. Et l'idée, c'est de pouvoir se transcender parce qu'on ne veut pas de fin. Mais bon, à un moment donné, ça peut être plus simple de se concentrer sur qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce que la mort et l'accepter, etc. Donner du sens à sa vie, plutôt que de chercher à la rendre éternelle et à justement lui faire perdre tout sens. Ça, c'est totalement personnel comme j'ai dit. Pourquoi on parle d'éthique de l'IA si elle n'a pas de volonté, pas de conscience et pas d'intention? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, l'idée c'est que l'éthique de l'IA, c'est pas forcément l'éthique qu'on met dans l'IA, puisque comme vous avez pu le voir, c'est les 3 points, hein, mais c'est plutôt justement qu'est-ce qui est bien et mal dans l'utilisation de l'IA, comment on l'utilise et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, dans quelle situation c'est pertinent d'utiliser, dans quelle situation il vaudrait mieux éviter, dans quelle situation en fait il faut se poser la question. Et voilà, donc l'éthique de l'IA, on est vraiment là-dessus, hein. On a des problématiques au niveau des chercheurs qui sont notamment par exemple sur les armes autonomes. Bon, ça c'est un sujet plutôt intéressant, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut ou pas des armes autonomes? Il y en a qui sont gênés par le fait de, effectivement, ça veut dire que actuellement des robots pourront abattre des gens, c'est un problème. Maintenant, on peut aussi le voir dans l'autre sens et se dire, une guerre entre robots, au moins ça fait moins de victimes peut-être. Il y a ça. Il y a aussi souvent l'idée qu'encore une fois, vu qu'on humanise les robots, etc., dans la problématique des armes autonomes, on a tendance à parler d'armes tueuses. Tout à l'heure, il y avait un article comme ça, avec les armes tueuses. Et là, je pense que pour rationaliser le truc, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut des armes autonomes ou pas? Oui, mais la vraie question, la vraie réflexion, c'est de se dire, l'arme, elle n'est pas tueuse, d'accord? Quand je tiens un pistolet dans les mains et que je tire sur quelqu'un, est-ce qu'on dit, ah mon Dieu, le pistolet tueur? Non, celui qui a tué, c'est celui qui tenait le pistolet. Et c'est ça la question qu'il faut se poser, plutôt qu'autre chose. Merci Vincent. Et en fait, moi je suis informaticien, je voulais savoir... Oui, j'écoute. Parce qu'il y a une question entre temps, mais je répondrai en 2 secondes. Je voulais savoir comment te dire, tous les programmes, est-ce qu'il faut connaître beaucoup de programmes pour faire un module en intelligence artificielle? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut connaître quel type de langage de programmation il faut connaître? Là, on est vraiment dans la sphère technique. Eh bien, en fait, ce qui est pas mal, en fait, moi je trouve que l'informatique c'est une science formidable parce que vu que c'est la science de l'information, on l'a rendue accessible à beaucoup de gens. Et donc en fait, l'idée c'est que par soi-même on peut apprendre. Et notamment pour l'intelligence artificielle, c'est particulièrement efficace parce que ces fameux algorithmes-là qui ont des réseaux neurones, etc., et bien à la fin, le calcul des droites, etc., c'est ça l'algorithme, il le fait tout seul. Donc en fait, assez rapidement, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont emparées de ces algorithmes-là, qui n'ont pas très peu de connaissances en informatique, et qui malgré tout arrivent à utiliser des algorithmes d'IA, parce qu'en fait ça fonctionne plutôt. Alors après, est-ce que ça va bien fonctionner, moins bien fonctionner? C'est là qu'avoir un peu plus de connaissances en IA va aider à faire quelque chose de plus fin, à avoir un meilleur traitement des données, etc. Mais on a des modules à peu près tout près qui fonctionnent, notamment en Python. Donc pour ceux que ça intéresse, Python c'est probablement un des langages les plus accessibles, et il y a des très belles bibliothèques en Python, dont je me souviens plus le nom, je crois que c'est Panda, c'est ça? Quelque chose comme ça. Bon, il y en a d'autres, il y en a plein, qui fonctionnent pas mal. Elles ne seront pas hyper optimisées, mais globalement, avec Python, on peut faire des choses. Avec C, ça va être sympa aussi. Bon, bref, il y a plein de choses qui existent. TensorFlow, c'est une des bibliothèques les plus connues, mais pas les plus accessibles. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens comprennent ce que je dis. Avant, on pourra en reparler avec grand plaisir. Et est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Oui. Oui. Oui, bonsoir tout le monde, merci pour la présentation. Alors du coup, j'ai 2 questions. La première que j'ai posée tout à l'heure, c'était du coup par rapport aux risques, tout ça, etc. Est-ce qu'actuellement il y a un organisme national ou international
qui fait une sorte de régulation, je sais pas. Oui, il y a des lois. Il y a des lois. Alors les lois sont très en retard parce que les gens qui écrivent les lois, c'est pas forcément les gens qui comprennent vraiment bien ce que c'est que de l'IA. Mais il y a des choses qui se passent et puis surtout on intègre des experts dans ces conseils-là, etc. Il y a des choses qui bougent au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Il y a des groupes de travail. Il y a beaucoup de groupes de travail qui réfléchissent à comment est-ce que ça doit évoluer, etc. Notamment pour des perspectives très concrètes du style des voitures autonomes. Pour l'instant, les voitures autonomes, d'un point de vue légal, c'est pas possible. En tout cas en France, et probablement en Europe. Parce que, qui est responsable? En fait, souvent, on est freiné parce qu'il y a des problèmes d'assurance et de responsabilité. Et pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait les réponses là-dessus. Mais c'est en train d'être creusé et ça va très vite avancer là-dessus. Et donc, oui, il y a des organismes régis par l'État et par l'Europe qui font ça. Et puis, bon, évidemment, même mondial, il y a des pistes de réflexion. Tout à fait. Et la deuxième? C'était plus en termes d'infrastructure, c'est-à-dire à quel moment on se considère qu'on va avoir une bonne IA en fait, par exemple avoir un écosystème informatique, intelligence artificielle, etc. dans un pays, par exemple parce que selon la configuration, c'est que peut-être les États-Unis sont très avancés, etc. dessus, oui. Mais à quel moment on peut par exemple se dire qu'un pays est avancé dans ce domaine-là? C'est une bonne question aussi. Effectivement, les États-Unis, comme dans la plupart des domaines, sont assez avancés en termes de technologie. On n'est pas trop mal non plus. En fait, c'est pas évident à dire parce qu'en fait, la question, c'est finalement est-ce qu'on a des bons chercheurs en IA? C'est ça la question. Et donc, comment évaluer ça? On peut voir les articles scientifiques qui sortent et puis surtout, on peut voir quelles sont les entreprises qui ont produit des algorithmes assez intéressants. Mais même ça, c'est un peu discutable parce qu'il y a beaucoup d'IA qui passent à la trappe, qui ne sont pas connues du grand public parce qu'elles accomplissent des tâches très performantes, mais dans un domaine tellement spécifique que ça n'intéresse personne si ce n'est les chercheurs. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas un bon impact, ça ne veut pas dire que ça va être pas utilisé, ça veut juste dire que ça ne fait pas sensation comme ChatGPT. ChatGPT, c'est certes pas mal, c'est pas non plus la révolution, seulement tout le monde peut l'utiliser et ça a une application très concrète que tout le monde voit. Donc ça fait du bruit. Est-ce que ça veut pour autant dire que, j'ai oublié leur nom, machin et IA, OpenAI est une entreprise hyper performante en IA? La question se pose, pas forcément obligatoire. C'est parce que c'est ceux dont on parle le plus que c'est ceux qui ont les meilleures IA. D'ailleurs, une meilleure IA, en fait, si on va par là, ça n'existe pas. En fait, je reprendrai vite mon petit arbre qui était ici. En fait, voilà, les algorithmes d'IA, il y en a plein, des différents, ils sont tous très différents et surtout, ils s'appliquent tous à une problématique spécifique. Et même au sein de ces problématiques, par exemple, je vous ai parlé de la classification, vous voyez, je vous ai donné 4 exemples d'algos qui font bien de la classification. Et bien, même au sein de cette problématique qui est finalement assez générale, en fonction du problème qu'on a, un algo va être plus ou moins performant. Donc en fait, il ne va pas y avoir une meilleure IA. Il y a d'ailleurs des concours d'IA pour répondre à un problème très spécifique. Et on voit que ce ne sont pas toujours les mêmes algos qui remportent. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Par exemple, pour faire de la reconnaissance d'images, les réseaux de neurones, c'est hyper cool. Ça fonctionne très très bien parce qu'on peut les échelonner et leur donner un peu de sens comme on fait avec des clés internes. Voilà. Il y a une question là-bas. Il y a une question là. Oui. Alors, je reste encore sur la dimension sociale parce que c'est un outil, comme vous l'avez dit. Qui dit outil dit savoir s'en servir. Et la question, comme j'ai dit, j'ai des craintes vis-à-vis de ça et en même temps, je suis fasciné par l'outil. J'utilise ChatGPT tous les jours depuis que je l'ai découvert. On a donné l'exemple de Terminator. Dans Terminator, on pourrait associer cette intelligence à une intelligence forte. Cette intelligence forte excusez-moi, sa conclusion, c'est que le problème, c'est l'humain. Oui. Aujourd'hui, à travers nos smartphones, nos montres connectées, nos réseaux sociaux, notre production de données et de contenu, on les alimente. On alimente ces IA, ces bases de données, ensuite qui vont être traitées, exploitées. Lors de l'élection de Trump, on a dit que Trump aurait été élu grâce à des algorithmes que la Russie aurait utilisés via des montages, je ne vais pas entrer dans les détails, on appelle ça l'astrosurfing, et qu'en gros, on aurait orienté à travers des informations diffusées dans les réseaux sociaux, des groupes d'électeurs
pour que ça puisse permettre à Trump de passer. Donc, est-on encore capable, quand on sait de quoi est le potentiel qu'il y a derrière, est-on encore capable nous-mêmes d'avoir le discernement nécessaire pour juger ou jauger des effets de ces IA? On a parlé de Parcoursup. À l'époque, quand ils ont sorti Parcoursup, qui a été développé par l'INRIA, des chercheurs de l'INRIA, à travers les réseaux de neurones, expliquaient qu'eux-mêmes, ils ont su, à travers le cahier des charges, créer cet algorithme, mais ne pas être en mesure d'expliquer pourquoi l'étudiant aurait... C'est très complexe. Le but, c'est pas de faire peur, bon, mais c'est vrai que ça pose énormément de questions sociétales. Je ne peux pas minimiser ça, parce que là, on est en pleine transition. On est dans un monde en transition, donc bon, là, après, on ne connaît pas. Hein, ça pose beaucoup de questions, quoi, sociétales. Oui, c'est vrai. Oui, ça reste une grosse technologie qui a des chances d'avoir beaucoup d'impact. Pour Trump, je ne sais pas trop. Il y a aussi d'autres technologies qui ont été utilisées pour influencer. Hein. Vous connaissez peut-être les fermes à fake news. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'IA pour tromper les gens. Hein. On peut leur raconter n'importe quoi, et puis si on leur raconte beaucoup de fois n'importe quoi, ça marche très bien. Donc là, finalement, c'est les réseaux sociaux, par exemple, qui ont posé problème à ce niveau-là. Ça reste intéressant, ça, effectivement. Mais du coup, ouais, moi, ça me pose plus la question, par exemple, sur les algorithmes des réseaux sociaux, parce qu'à l'heure actuelle, on utilise tous des réseaux sociaux, on utilise tous YouTube et compagnie. Et en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte, et encore une fois, peut-être que la simple solution, c'est d'en avoir conscience et de prendre du recul par rapport à ça, c'est être sensibilisé aux fake news, etc. Et pour les réseaux sociaux, avoir conscience que vous avez des algorithmes qui personnalisent votre contenu. Ça, on en a un petit peu entendu parler ces derniers temps. Et en fait, ce qui est très très problématique avec ça, c'est qu'avant, quand on regardait un journal, on ne choisissait pas ce qu'on allait nous raconter. Hein, le journal des 20h, il nous disait, il s'est passé ça. Donc ça gardait une certaine ouverture d'esprit. Le problème des algorithmes, c'est qu'ils sont axés pour nous montrer du contenu qu'on a envie de voir. Et donc, de ça, on obtient un biais assez rapide sur, par exemple, si à un moment, il y a une petite fake news qui a retenu mon attention parce que c'est un domaine qui m'intéresse, etc., hop, je vais être alimenté là-dessus, et des contenus de plus en plus sensationnalistes et pas forcément véridiques vont être beaucoup mis en avant, et c'est avec ça que je vais être nourri. Ça pose des vrais problèmes, effectivement. Mais c'est pas de l'IA. Ici, ceci dit, c'est vrai que les algorithmes peuvent embarquer l'IA pour sélectionner le contenu qui est donné aux gens. Mais encore une fois, ouais. Je suis d'accord qu'il y a des risques, et je suis d'accord que ces risques-là, c'est toujours compliqué de les évaluer très bien, puisque généralement on ne sait pas à quel point c'est un risque avant d'être tombé dedans, hein, finalement. Malgré tout, bon, on a survécu jusque-là, juste en essayant d'avoir un petit peu de recul là-dessus, etc. Par rapport à l'IA, si je devais répondre un petit peu, je dirais que à l'heure actuelle, justement, il y a quand même beaucoup de conseils scientifiques et éthiques qui se créent, hein, puisque c'est la grande mode, pour justement se questionner les problématiques autour de l'éthique et comment est-ce qu'il faut l'utiliser proprement. On a déjà des garde-fous par rapport à la recherche scientifique. Vous n'êtes pas forcément au courant, mais quand on fait de la recherche scientifique, on est assez contraint par du coup tout un tas de conseils, etc. Il faut justifier de la validité éthique de ce qu'on fait, et ça c'est plutôt rassurant, je trouve. Voilà. Je n'ai pas grand chose à répondre, parce qu'après je pense que je vais retomber dans les mêmes choses de c'est une nouvelle technologie, ça fait peur, ça a des risques, comment on l'utilise, c'est un outil, etc. Oui, je voulais demander, avec l'évolution des technologies, notamment le développement des processeurs quantiques, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des IA? Ça c'est sûr. Oui, alors on n'y est pas du tout. Hein. J'avoue que je ne suis pas hyper bien renseigné là-dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de processeurs et d'ordinateurs quantiques, c'est survendu. C'est quelque chose de simulé. Pour ceux qui s'intéressent, rapidement et simplement, un ordinateur quantique, un ordinateur normal, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des bits qui valent soit 0, soit 1. Autrement dit, c'est que de l'information en binaire. Avec ça, on peut faire tout plein de choses. C'est très chouette. Le truc, c'est que du coup, on fait beaucoup de calculs, etc. Et le principe de l'ordinateur quantique, c'est qu'un bit pourrait être un peu comme le chat de Schrödinger, il pourrait être à la fois à 0 et à la fois à 1. Voilà, je pense que j'ai déjà perdu beaucoup de personnes. Mais le principe, finalement, c'est de se dire, eh bien, pour faire très très simple et très, très basique, c'est pas mon domaine d'expertise en plus, c'est, si un bit, il peut être à la fois à 0 et à 1,
eh bien je fais en même temps le calcul lorsqu'il est à 0 et en même temps quand il est à 1. Ce qui fait qu'en fait je vais diminuer considérablement le nombre de calculs que je dois faire pour obtenir un résultat. Et ça, en termes de performance, c'est énorme. On gagne vraiment énormément. Et là où c'est notamment performant, c'est justement sur les problématiques où nos algorithmes doivent faire beaucoup de calculs, beaucoup de traitements de données normalement, notamment. Et donc, par exemple, ça va poser le premier problème qu'on a vu avec ça, c'est sur l'encodage des données. Vous savez tous que la vie privée, c'est un petit peu compliqué sur Internet. Malgré tout, on arrive à la protéger grâce à des techniques d'encryptage, etc. En gros, globalement, il y a des données qu'on arrive à protéger si on sait le faire. Le problème, c'est que cet encryptage, c'est un peu comme décrypter un code. Hein. J'aurais pu vous raconter quelque chose là-dessus, mais là, je pense qu'on va arriver à la fin. Bref, dans l'idée, un code, vous savez, quand vous étiez enfant, par exemple, vous avez peut-être déjà essayé d'écrire un message codé à votre petit voisin en changeant une lettre qui devient un B parce que c'était un A, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Eh bien, l'idée de l'encryptage, c'est plus ou moins ça, hein, mais en beaucoup plus difficile. Et pour l'instant, quand on encrypte, nos ordinateurs ne sont pas capables de décrypter parce que on va dire que la manière de coder est trop complexe et demande trop de calcul. Eh bien, le problème de nos ordinateurs quantiques, c'est qu'ils seront tellement plus performants qu'ils pourront décrypter ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la manière dont on encrypte des données sensibles ne sera plus protégée si on a des ordinateurs quantiques. Alors, ne paniquons pas. Bon, déjà, rappelez-vous un truc, c'est globalement vos données sur Internet, de base, si vous ne savez pas le faire, elles ne sont pas protégées. Hein, donc c'est déjà comme ça. Ensuite, supposons que certaines de vos données, vous les codiez. Bon, il ne faut pas s'inquiéter de ça, parce que si un ordinateur quantique peut coder, on peut imaginer qu'un ordinateur quantique peut encoder aussi. Et puis, comme d'habitude, quand on a un problème, on va juste développer une nouvelle solution un peu plus complexe pour encoder. Globalement, l'encodage, c'est complexe, mais il suffit d'ajouter un peu plus d'encodage pour que ce soit encore plus compliqué, et ça sera plus difficile à décoder, etc. Je suis pas sûr que... Il faut, encore une fois, il ne faut pas minimiser, il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas forcément paniquer. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera pas tout de suite. J'ai une question. Vous dites qu'il existe des programmes qui reconnaissent les IA, qui sont censés, en tout cas, s'occuper de ce que font les IA, de l'éthique des IA. Sachant que l'IA est censée copier le cerveau humain, comment être sûr que le programme reconnaît toutes les IA et que du coup, la société n'est pas en danger par ces programmes mieux adaptés? Alors, tu peux répéter juste à la fin? Vous avez dit qu'il y a des lois qui protègent comment les gens utilisent les IA. Une bonne IA est censée réfléchir comme un cerveau humain. Comment on peut repérer ces IA si justement elles sont assez perfectionnées pour recopier le modèle de conscience humain? Oui, ça c'est la science-fiction. On n'y est pas. On n'y est pas à copier un cerveau humain. En fait, effectivement, initialement, quand on a inventé l'intelligence artificielle, c'était avec la prétention qu'on pourrait reproduire le cerveau humain. Maintenant, ce que je vous ai expliqué dans les limites techniques et philosophiques, c'est qu'on n'y était pas du tout. Donc en fait, on est assez loin de ça. En revanche, je peux vous apporter une petite anecdote intéressante, c'est qu'initialement, il y a eu une petite idée de ça, puisque le premier à parler de machine intelligente, c'était Alan Turing. Et Alan Turing, du coup, rapidement après avoir inventé l'ordinateur, c'est Alan Turing, on considère que c'est Alan Turing qui a inventé l'ordinateur, il s'est dit, mais alors, si j'ai réussi à créer une machine qui automatise des traitements, est-ce que je peux pas me dire que cette machine, un jour, elle pensera? Voilà ce qu'il s'est posé comme question. Et pour y répondre, il s'est dit, attends, si une machine pense, comment je fais pour différencier une machine d'un humain? Et pour ça, il a créé un test qui, à l'heure actuelle, est un peu désavoué, qui s'appelle le test de Turing. L'idée, c'est qu'on va mettre un être humain devant un drap, on va imaginer devant un rideau, et de l'autre côté du rideau, il y a soit une IA, soit un humain. Et l'idée, le but du jeu, c'est que l'humain arrive à identifier si oui ou non c'est un robot, après avoir discuté avec lui. Donc l'idée, c'est qu'il a une discussion avec quelque chose qui est derrière un drap, est-ce qu'il arrive à identifier si c'est un robot ou un humain? Voilà, ça vous apporte une petite connaissance là-dessus. C'est pas mal désavoué parce que, évidemment, en fait, on se rend très vite compte qu'il y a des personnes qui sont tout à fait capables de parler sans pour autant être intelligentes, n'est-ce pas? Eh bien, ça marche pareil avec les IA, ChatGPT et compagnie, ils ne sont pas intelligents, ils ne comprennent rien, malgré tout, ils ont un beau discours. Donc, comment on peut faire pour les identifier? Eh bien, je dirais que les failles sont dans celles que j'ai données peut-être, c'est-à-dire dans leur capacité à avoir des intentions, avoir des désirs, avoir une compréhension surtout. Poser une question un peu farfelue à ChatGPT, vous allez vite comprendre les failles. On va arriver à la fin de ce café des sciences, le temps que le public réfléchisse à sa dernière question. Juste une dernière question. C'était quoi votre thèse du coup et comment vous présentiez l'IA dans votre thèse? Alors ma thèse, ça s'appelait modélisation de l'éthique dans les systèmes autonomes. Donc le principe de cette thèse, c'était de réfléchir, est-ce qu'on peut prendre l'éthique, en faire quelque chose de modélisé, de mathématique, et du coup l'intégrer à une IA. J'ai pas mal zouillé toute cette partie-là dans ma présentation, mais je vous ai quand même donné la conclusion, non. Voilà.
Après, comment je présentais l'éthique IA? Un peu comme ça. Souvent, ça accroche pas mal les gens quand je parle du dilemme du trolley, etc. J'avais tout plein de dilemmes différents. Et en fait, j'étudiais ces dilemmes-là. On a fait différentes expériences là-dessus. Voilà. Et sur comment définir l'IA, le truc, c'est quand on est chercheur là-dedans, généralement, on n'a pas trop besoin de la définir. Parce que les gens à qui on en parle savent à peu près de quoi on parle à ce niveau-là. J'avais pas de problème sur ça. J'avais plus de problèmes sur l'éthique. Souvent, d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que souvent, quand même, dans les chercheurs, il y avait des chercheurs philosophes, experts dans l'éthique, etc. Et donc, très rapide, très souvent, je me prenais des retours du style, oui, mais c'est pas de l'éthique. Donc, bon, c'est pour ça aussi que, naturellement, à la fin, j'en suis arrivé à ma thèse à cette conclusion-là. Parce que l'éthique, c'est plus complexe que ça. Et on peut pas le résumer à, justement, formaliser des espèces de règles générales qui vont fonctionner dans tous les cas. Étant donné que le public n'a pas de questions pour le moment, nous vous proposons de poser vos questions sur notre site internet et laisser M. Vincent Bonnemain y répondre dans la semaine qui suit. Nous tenons à vous remercier pour votre participation ce soir. Nous espérons que vous suivrez nos prochains événements, comme par exemple le mercredi 25 janvier 2023, une petite après-midi astronomie au totem de la Canopée des Sciences, ou encore le mercredi 1er février en après-midi patrimoine, encore à la Canopée des Sciences. Pour ceux que ça intéresse, notre prochain Café des Sciences, le 9 février, parlera du coup de développement durable et comment du coup l'intégrer dans les programmes de géographie à l'heure actuelle. Nous remercions le Café de la Gare et le personnel qui nous a accueillis ce soir, le public d'être venu, Monsieur Vincent Bonnemain pour ce magnifique discours et à la prochaine. En attendant, les bouffeurs nous attendent ce soir au Café de la Gare. Attention à vos questions.